Il y a des histoires qui n'arrivent pas annoncées. Elles ne viennent pas avec des fanfares, elles ne frappent pas à la porte, elles ne demandent pas la permission. Elles arrivent comme ce moment précis où le silence d'une pièce immense pèse plus que n'importe quel mot ne pourrait jamais peser. Et soudain, tout ce qui semblait solide commence à se fissurer de l'intérieur, lentement, sans que personne ne s'en aperçoive encore. C'est l'une de ces histoires. Une histoire sur une femme qui a appris à survivre en devenant invisible, et sur un homme qui avait tout, sauf la capacité de voir ce qui se trouvait juste sous ses yeux. Avant de plonger dans ce voyage avec nous, faites une chose. Abonnez-vous à la chaîne, car chaque semaine une nouvelle histoire arrive, et vous ne voudrez en manquer aucune. Laissez ici en commentaire de quelle ville vous nous regardez, car j'ai besoin de savoir jusqu'où cette histoire voyage. Et laissez un like aussi. Cela nous aide beaucoup à continuer à vous apporter des récits qui touchent l'âme. Maintenant, venez avec moi, car ce qui est sur le point de se produire dans ce manoir d'Aix-en-Provence va changer deux vies d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Le sol en marbre du salon principal reflétait la lumière des lustres comme un miroir d'eau immobile. Et Amira Haddad connaissait chaque centimètre de ce dallage mieux que n'importe quoi d'autre au monde. 5 ans à y passer la serpillière. 5 ans à genoux quand il fallait nettoyer les coins que le balai n'atteignait pas. 5 ans à voir dans ce reflet froid l'image d'une femme qui avait décidé, consciemment et en toutes lettres, de disparaître du monde. Cet après-midi-là, la chaleur qui venait de l'extérieur était de celles qui ne s'excusent pas. La Provence était ainsi une région qui ne cachait pas ce qu'elle était, qui vous accueillait avec le soleil sur le front dès l'aube et ne s'apaisait que lorsqu'elle le décidait. Amira avait appris à aimer cette chaleur. Elle était honnête. Elle ne faisait pas semblant d'être autre chose. À l'intérieur du manoir, la climatisation maintenait une température qui semblait appartenir à un autre pays, et elle ressentait toujours cette frontière sur son corps lorsqu'elle passait le seuil de la cuisine vers le salon. Le monde extérieur, chaud et réel, et le monde intérieur, climatisé, impeccable et distant comme une vitrine de joaillerie. Elle était à genoux au centre de la pièce quand elle entendit les pas dans le couloir de marbre. Elle reconnaissait leur son sans avoir besoin de lever les yeux. Adrien de Montfort marchait différemment de tout le monde dans la maison. Ce n'était pas le pas pressé des agents de sécurité, ni le pas précautionneux des autres employés. C'était un pas qui résonnait comme si le sol lui appartenait, parce que c'était le cas, et il le savait, et il ne voyait aucune raison de feindre le contraire. Elle ne leva pas les yeux. Elle continua de passer son chiffon en cercle lent et précis, comme si sa présence était aussi banale que l'ombre d'un nuage passant par la fenêtre. L'enveloppe tomba devant son visage, sans prévenir. Le bruit du papier frappant le marbre résonna dans la pièce comme un claquement, et les billets s'éparpillèrent sur le sol qu'elle venait de nettoyer, glissant sur la surface brillante avec une légèreté qui contrastait avec le poids de ce geste. Amira resta immobile une seconde. Elle regarda cet argent, puis elle leva les yeux lentement avec ce calme qui n'était pas de l'indifférence, mais quelque chose de bien plus dangereux. C'était un choix. C'était le calme de celui qui décide à chaque seconde comment il va réagir. Adrien se tenait debout devant elle, avec l'expression de celui qui vient de rendre un immense service et attend d'être remercié pour cela. 37 ans, des épaules larges, un costume de lin clair déjà légèrement froissé par la chaleur de l'après-midi, des cheveux sombres avec un premier fil blanc commençant à apparaître sur la tempe. C'était un homme né dans un cadre doré, qui n'avait jamais eu besoin de se demander si le cadre s'accordait avec le décor. « Prends-le », dit-il, de la voix de celui qui est pressé de régler un inconvénient. « C'est un pourboire pour le travail supplémentaire d'aujourd'hui. Le personnel de service est parti plus tôt à cause de la réception de demain, alors tout est retombé sur toi. » Amira ne bougea pas. Elle resta à fixer cet argent au sol avec une expression qu'Adrien de Montfort ne savait pas nommer parce qu'il n'avait jamais rien vu de tel dans les yeux d'un employé. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de l'embarras. C'était quelque chose qui se situait exactement à mi-chemin entre la dignité et la tristesse. « Gardez-le », dit-elle. Sa voix était basse et ferme. « Je n'en ai pas besoin. » Il fronça les sourcils. Il y avait là une question de logique simple qu'il ne parvenait manifestement pas à traiter. « Tu as nettoyé toute la maison, fait le dîner, préparé les chambres d'amis, dressé la salle à manger. C'est bien plus que ton service habituel. Je sais ce que j'ai fait. » Elle commença à plier son chiffon avec des mouvements tranquilles, comme si la conversation était déjà terminée. « Cela fait partie de mon travail. Je n'ai pas besoin de pourboire. »
Quelque chose dans la façon dont elle dit cela, non pas comme un refus poli, mais comme la simple déclaration d'un fait, fit qu'Adrien resta immobile un instant de plus qu'à son habitude. Ce n'était pas un homme de pause, c'était un homme de décision rapide, d'agenda serré, de réunions qui commençaient ponctuellement et se terminaient plus ponctuellement encore. Mais cette pause eut lieu malgré tout. Il la regarda. Il la regarda vraiment pour la première fois depuis des mois et vit une femme de 31 ans, aux cheveux attachés en un chignon bas, l'uniforme noir et blanc impeccable malgré les heures de labeur, les yeux bruns foncés qui ne demandaient rien et n'expliquaient rien. Une femme qu'il avait croisée dans les couloirs de sa propre maison pendant 5 ans sans s'être demandé une seule fois qui elle était. « Comme tu voudras », finit-il par dire, ramassant les billets au sol avec le même automatisme qu'il avait mis à les jeter. Il tourna le dos et s'en alla par le couloir, et le son de ses pas diminua jusqu'à ce qu'il ne reste que le silence de la pièce immense. Amira resta immobile un moment, le chiffon plié entre les mains, les yeux fixés sur le sol brillant où l'argent s'était posé comme s'il n'était qu'un objet de plus, dans une pièce remplie d'objets chers. Elle respira profondément, puis elle alla vers son chariot de nettoyage, rangea son matériel avec soin et méthode et poussa le chariot vers la cuisine d'un pas tranquille. Madame Geneviève la vit entrer et lut sur son visage comme dans un livre qu'elle connaissait par cœur. 58 ans, des cheveux blancs tirés en un chignon haut qui ne se défaisait jamais, un tablier toujours empesé, des yeux noirs qui étaient à la fois les plus gentils et les plus attentifs qu'Amira ait trouvés en France, lorsqu'elle était arrivée sans parler correctement la langue, sans savoir où aller, avec des marques aux poignets qu'elle cachait sous ses manches, même par 40 degrés. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda l'intendante à voix basse, sans s'arrêter de couper les légumes pour le dîner des invités. « Rien. » Amira se lava les mains à l'évier. « Tout va bien. » Geneviève posa doucement son couteau sur la planche et tourna la tête vers la jeune femme qu'elle avait fait entrer dans cette maison 5 ans plus tôt. Elle l'avait cachée dans les dépendances pendant 3 mois avant de la présenter à la maîtresse de maison comme la nièce d'une amie. Le mensonge qui avait sauvé une vie. Il a encore jeté de l'argent par terre. Amira ne répondit pas. Mais Geneviève connaissait ce silence. L'intendante reprit sa tâche sans un mot de plus, car elle avait appris que parfois, le plus grand respect que l'on puisse offrir à quelqu'un est de ne pas transformer sa douleur en sujet de conversation. Mais intérieurement, elle ressentit ce pincement familier en voyant Amira avaler une humiliation de plus, avec tant de noblesse. Un mélange de fierté et de peine qu'elle n'aurait su expliquer, mais qui résonnait avec sa propre histoire, avec les nuits passées à prier pour que le monde soit plus juste. Le domaine des Montfort se nichait dans les quartiers huppés des hauteurs d'Aix, protégé par de hauts murs de pierre sèche couverts de bougainvilliers éclatants. À l'intérieur, chaque détail hurlait la fortune. Marbre d'Italie, boiseries anciennes, toiles de maître et une piscine à débordement qui semblait se déverser dans une mer de lavande soigneusement entretenue par des paysagistes de renom. C'était une demeure qui ressemblait plus à un décor de cinéma qu'à un foyer. Et pour tout dire, elle n'avait jamais été beaucoup plus que cela. Adrien de Montfort avait hérité de ce domaine, en même temps que du reste. Le groupe de logistique que son père avait bâti en 30 ans de poigne de fer dans l'agro-industrie provençale, les parts dans les vignobles, les contrats d'exportation et les bureaux répartis dans toute l'Europe. Il avait aussi hérité de la matriarche, Madame Éléonore de Montfort, qui occupait l'aile est du manoir depuis le décès de son époux 4 ans plus tôt. Elle gouvernait la maison avec une élégance sereine que beaucoup confondaient avec de la froideur, mais qui n'était en réalité qu'une façon très personnelle de porter le poids d'une vie entière sans jamais courber l'échine. Ce soir-là, le manoir recevait des convives de marque. Une réunion d'affaires cruciale, le genre de rendez-vous qui se déguise en dîner mondain, mais qui reste purement stratégique. Adrien avait passé sa journée au siège social et était rentré à 18 h avec l'humeur de celui qui finit la journée avec plus de problèmes qu'il ne l'avait commencé. Son état naturel, en somme. Amira savait tout cela car Geneviève l'en avait informé dès le matin, avec sa précision habituelle. Elle connaissait le nombre d'invités, le menu, et savait qu'un visiteur étranger avait demandé des plats sans porc. Elle avait tout orchestré avec son efficacité légendaire, ajustant le service sans qu'on ait besoin de lui répéter, vérifiant la porcelaine de Sèvres qui ne sortait qu'aux grandes occasions, inspectant chaque verre en cristal à la lumière pour s'assurer qu'aucune trace ne subsistait. À 20 h, les premiers invités franchirent le perron. Amira les accueillait à la porte aux côtés de Geneviève, présentant les plateaux d'amuse-bouche avec des gestes qui ressemblaient à une chorégraphie répétée 1000 fois.
le plateau à la hauteur parfaite, le sourire courtois mais jamais servile, le pas discret en retrait dès qu'elle n'était plus nécessaire. Invisible. C'est ainsi que cela fonctionnait. C'est ainsi qu'elle avait appris qu'elle devait fonctionner pour survivre. La table était dressée pour 12 personnes. Cristaux, argenterie qu'elle avait polis la veille, jusqu'à ce que chaque cuillère reflète l'éclat des bougies. Au centre, une composition de fleurs blanches qu'elle avait elle-même créée avec les branches du jardin. Personne ne demandait jamais qui faisait les bouquets. Ils étaient simplement là, faisant partie du paysage. Les convives étaient des entrepreneurs, des associés et 2 cadres d'une multinationale intéressés par les contrats de logistique des Montfort. Et il y avait un homme qui ne rentrait pas dans le moule des autres. Un visiteur venu d'ailleurs, à la barbe poivre et sel impeccablement taillée, vêtu d'une discrétion qui était en soi une forme d'élégance suprême. Ses yeux sombres et profonds semblaient transpercer les gens plutôt que de simplement les regarder. Il était arrivé accompagné d'un jeune assistant et parlait peu, écoutant plus qu'il n'intervenait, comme quelqu'un habitué à récolter des informations avant de dévoiler son jeu. Le dîner suivait son cours habituel. Des discussions d'affaires masquées par des échanges sur les voyages, la gastronomie ou la conjoncture. Le vin, un grand cru du domaine, était servi avec une ponctualité métronomique. Amira transitait entre la cuisine et la salle à manger, avec cette invisibilité qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Assez présente pour que rien ne manque, assez absente pour que personne ne la remarque. C'est au moment où elle apportait une nouvelle bouteille pour compléter les verres qu'elle l'entendit. Le visiteur étranger s'était penché vers son assistant et murmurait à voix basse. Une langue qu'Amira ne s'attendait pas à entendre dans cette pièce, à ce dîner dans cette ville à des milliers de kilomètres de tout ce qu'avait été sa vie autrefois. Une langue qu'elle avait apprise avant même de savoir faire du vélo. Une langue qu'elle portait en elle comme si elle faisait partie de la structure même de ses os. L'arabe. Il disait qu'il y avait une faille dans les chiffres de la proposition, que le taux de change présenté ne correspondait pas à la réalité du marché ce mois-là. Il suggérait qu'il serait prudent de demander une révision complète avant de signer quoi que ce soit. Amira s'immobilisa en plein mouvement. La bouteille se posa sur la nappe en damas avec un clic infime, presque imperceptible. Elle resta figée une fraction de seconde, qui dut sembler une éternité pour quiconque aurait prêté attention, ce que personne ne faisait, car personne ne faisait jamais attention à elle. Sauf que cette fois, sans qu'elle l'ait prévu, sans calcul ni intention, les mots sortirent de sa bouche. Elle répondit en arabe, avec le naturel de celle qui n'a jamais cessé de pratiquer la langue, que le taux mentionné avait été actualisé la semaine précédente et que le document correct se trouvait dans la chemise bleue, remise au début du dîner, à la page 17. Le silence qui s'abattit sur la table fut d'une nature qu'Amira reconnut malgré elle. C'était le silence qui survient quand le monde s'arrête pour se réorganiser autour d'une information nouvelle qui ne rentre pas dans le cadre préétabli. 12 personnes, 12 pères dieux braqués sur elle. L'assistant du visiteur en resta bouche bée. Le visiteur lui-même resta absolument immobile pendant 3 secondes. Puis, il se leva lentement de sa chaise, la fixant avec une expression qu'Amira ne sut pas nommer immédiatement, mais qu'elle ressentit au fond d'elle comme un signal d'alarme. Adrien de Montfort fut le dernier à se lever. Il le fit avec une lenteur calculée, avec cette qualité d'attention qu'il n'accordait que rarement à ceux qui n'étaient pas des contrats ou des chiffres. « Vous parlez arabe ?» demanda-t-il, la voix blanche. Amira posa la bouteille sur la table avec calme. Elle le regarda de ses yeux bruns foncés qui ne demandaient rien et n'expliquaient rien. « Je le parle, monsieur. Depuis toujours. » Le visiteur étranger fit 2 pas vers elle. Il y avait dans sa démarche une urgence contenue, comme celle de quelqu'un qui doit vérifier une chose avant d'y croire, ce qui fit reculer Amira d'un pas, instinctivement, son corps réagissant avant son esprit. Il prononça son nom en arabe, son vrai nom, pas Amira, l'autre, et le monde qui avait mis 5 ans à se construire soigneusement autour d'un silence commença à se briser. Madame Éléonore de Montfort, à l'autre bout de la table, resta la fourchette en l'air en entendant le nom prononcé par l'invité. Elle ne comprenait pas l'arabe, mais elle comprit à la pâleur soudaine de la jeune employée, cette femme discrète de 5 ans de service impeccable, qui polissait l'argenterie et soignait le jardin, comme si c'était tout ce qu'elle possédait, que quelque chose de définitif venait de se produire. Le visiteur dit alors en français, avec un accent marqué mais une diction parfaite, en ne regardant qu'elle, « Je vous connais depuis que vous avez 10 ans. J'étais avec votre père en Syrie quand vous avez disparu. » Amira ne répondit pas. Adrien la regarda.
Il la regarda vraiment pour la deuxième fois de la soirée, mais cette fois, c'était un regard différent de celui qu'il lui avait lancé plus tôt dans le salon, quand il avait jeté l'argent au sol. C'était le regard de quelqu'un qui tente de comprendre une chose que son modèle du monde n'est pas équipé pour traiter. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Il y avait dans sa voix une âpreté qui n'était pas de la cruauté, mais l'inconfort de celui qui a peur de découvrir qu'il s'est trompé sur une chose essentielle pendant trop longtemps. Amira se tenait au centre de cette salle à manger, entre l'argenterie qu'elle avait polie, les cristaux qu'elle avait lavés et le bouquet de fleurs blanches qu'elle avait composé. Elle regarda ces 12 visages qui la fixaient en retour, et elle ressentit, avec une clarté douloureuse, ce qu'elle avait appris à étouffer pendant 5 ans d'invisibilité choisie, le besoin d'être vue, non pas pour ce qu'elle avait été, mais pour ce qu'elle était. « Mon nom à l'état civil est Yasmine Al-Rachid », dit-elle d'une voix basse et ferme, comme quelqu'un qui lit une sentence écrite pour elle-même il y a longtemps. « Je suis la fille de l'ambassadeur Tariq Al-Rachid. J'ai été éduquée à Genève et à Paris. Je parle 7 langues. Je suis officiellement disparue depuis 5 ans, parce que la famille que j'ai laissée derrière moi a trouvé plus pratique de déclarer que j'avais quitté ce monde plutôt que d'admettre que j'avais fui un mariage qui était une condamnation. » Elle marqua une pause. Elle regarda Adrien de Montfort droit dans les yeux. « Mais ces 5 dernières années, mon nom a été Amira Haddad. Je suis employé de maison, c'est ce que je fais. Je nettoie, je cuisine, je prends soin de cette demeure comme si c'était la mienne. La différence, c'est que vous avez pensé qu'une employée de maison ne pouvait pas avoir d'histoire, ne pouvait pas avoir de passé, ne pouvait pas avoir de dignité. » Elle retira son tablier avec les mêmes gestes méticuleux qu'elle utilisait pour plier ses chiffons. Elle le posa sur la table impeccable, entre la porcelaine et les cristaux. « Je démissionne. » Elle quitta la pièce en silence, laissant derrière elle 12 convives sous le choc, une intendante les yeux pleins de larmes sur le seuil de la cuisine, et une phrase qui allait résonner dans la tête d'Adrien de Montfort pendant les jours à venir, à ces heures de la nuit où le sommeil ne vient pas et où la conscience réclame son dû. J'ai abandonné un palais pour n'être la propriété de personne. Le visiteur, dont le nom était Walid Al-Mansour, resta immobile au centre de la pièce longtemps après son départ. Son assistant tenta de dire quelque chose, mais Walid leva une main pour lui imposer le silence. L'homme d'affaires s'approcha de la fenêtre qui donnait sur le jardin sombre et regarda au dehors, vers ces plantes qu'il devinait à peine dans la pénombre et qu'Amira avait plantées de ses propres mains au fil des ans, comme on construit un petit morceau de monde où l'on peut enfin se reconnaître. Adrien s'approcha de la fenêtre lui aussi, sans trop savoir pourquoi, et resta aux côtés du visiteur à contempler le jardin. « Vous la connaissez » dit-il. Ce n'était pas une question. Depuis qu'elle est enfant. La voix de Walid était grave. Son père était l'un des diplomates les plus respectés de Syrie, un homme de principe. Mais après la mort de sa femme, quelque chose a changé en lui. Le deuil fait cela à certains hommes. Il les ferme, les durcit, les rend imperméables à ce qui les entoure. Il l'a promise en mariage sans jamais écouter ce qu'elle avait à dire. Adrien garda le silence. « Elle s'est volatilisée il y a 5 ans, continua Walid. La famille a déclaré son décès. C'était plus simple que d'admettre qu'une femme avait dit non et avait eu le courage de faire valoir ce refus. » Il tourna le visage vers Adrien avec ses yeux qui semblaient lire en lui. « Et vous l'aviez ici, à nettoyer votre maison. » Adrien ne répondit pas. Il regarda le reflet du jardin dans la vitre sombre et ressentit pour la première fois depuis longtemps quelque chose qu'il ne savait pas nommer, mais qui avait un lien étroit avec l'image d'une enveloppe tombant sur le marbre et d'une femme qui n'avait pas daigné se baisser pour la ramasser. Plus tard, bien plus tard, quand les invités furent repartis et que la maison fut rendue à son silence habituel, Adrien de Montfort resta assis dans le salon avec un verre d'eau qu'il ne but pas. Ses pensées tournaient en boucle. L'horloge de la cheminée marquait presque minuit quand il réalisa qu'il y avait quelque chose de différent dans l'atmosphère. Un détail qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, car il ne s'était jamais arrêté pour noter quoi que ce soit dans cette maison qui ne le concernait pas directement. Le bouquet de fleurs blanches au centre de la table. Il ne savait pas comment il était arrivé là. Il n'avait jamais posé la question. Il était simplement toujours là, à chaque dîner important, à chaque réception, à chaque occasion où la demeure devait être plus qu'une simple bâtisse. Et il avait regardé ces fleurs des dizaines de fois, sans jamais penser aux mains qui les avaient composées, à ses mains à elle. Il monta dans sa chambre sans parvenir à regarder le bouquet en face. Cette nuit-là, Adrien de Montfort ne dormit pas. Il fixa le plafond de sa chambre climatisée, tandis que la chaleur provençale pulsait au dehors,
et il repensa à ce qu'il avait dit dans le couloir quelques heures plus tôt, de cette voix pressée de régler un inconvénient. « Prends-le, c'est un pourboire pour le travail supplémentaire. » Et il pensa à la femme qui était restée à genoux sur le marbre et qui n'avait pas bougé. C'était un homme qui avait passé sa vie à avoir raison, sur les affaires, sur les gens, sur la bonne façon de faire les choses. Et pour la première fois, il ressentit le poids spécifique d'avoir eu tort sur toute la ligne. Non pas sur un chiffre ou une stratégie, mais sur un être humain, sur ce qu'une personne était, sur ce qu'elle méritait. La honte arriva lentement, comme la chaleur du matin sur Aix, celle qui ne demande pas pardon. Et elle resta là. Le soleil de Provence ne fait pas de manière. Il n'attend pas que la ville soit prête. Il n'offre pas ses premiers rayons de façon graduelle et polie. Il arrive d'un coup, entier, brûlant dès l'aube, comme quelqu'un qui entre dans une pièce sans prendre la peine de frapper. Quand il se leva le lendemain de ce fameux dîner, Adrien de Montfort était déjà debout. Il n'avait pas vraiment dormi. Il était resté dans cet état de demi-sommeil, où les pensées ne s'arrêtent jamais, mais ne mènent nulle part, tournant comme l'eau dans un siphon qui ne se bouche jamais. Il était 6 heures du matin quand on frappa à sa porte. Madame Éléonore entra sans attendre de réponse, un privilège qu'elle exerçait dans cette maison depuis 4 décennies et qu'Adrien n'avait jamais songé à remettre en question. Elle portait ses 65 ans, avec le naturel de celle qui sait exactement qui elle est, le dos droit, les cheveux blancs impeccablement coiffés, même à cette heure indue, l'expression de celle qui s'apprête à dire une chose capitale et ne va pas perdre son temps en préambule. « Walid m'a téléphoné cette nuit », dit-elle en s'asseyant dans le fauteuil près de la fenêtre sans qu'Adrien ait besoin de l'y inviter. « Il m'a tout raconté. » Adrien resta assis sur le bord de son lit, les coudes sur les genoux, fixant le parquet en chêne massif. « Tout ce que je sais déjà ou tout ce que j'ignore encore ? Ce que tu ignores encore. » La voix d'Éléonore se fit plus basse, mais pas plus fragile. La véritable raison pour laquelle elle s'est enfuie. Qu'alors, elle raconta. Elle parla du fiancé, un homme d'affaires syrien de 20 ans, l'aîné de Yasmine, propriétaire d'un conglomérat tentaculaire et doté d'un historique qui n'apparaissait dans aucun document officiel, mais que les femmes passées par sa demeure portaient dans leur chair et leur silence. La promesse avait été faite quand Yasmine avait 16 ans, formalisée à ses 18 ans, et elle y avait résisté de toutes ses forces pendant les années qui suivirent. Elle avait refusé, argumenté, supplié son père de revenir sur sa décision. Elle avait écrit des lettres. Elle avait tenté de parler aux parents, aux amis de la famille, à quiconque aurait pu intercéder. Personne n'était intervenu. Quand elle fut enfermée dans sa chambre, une chambre magnifique dans une demeure somptueuse, avec de grandes fenêtres qui ne s'ouvraient pas de l'intérieur, elle avait compris que les mots ne servaient plus à rien, que les lettres étaient inutiles, que le seul langage que cette situation comprenait était celui de la fuite. Le fiancé était parti pour une réunion d'affaires à la veille du mariage. Elle avait trouvé une clé sous son oreiller, déposée là par une vieille femme de chambre qui l'avait regardée avec les yeux de celle qui comprend des choses qu'elle ne dit jamais tout haut et qui ne seraient plus jamais mentionnées dans les récits qui suivirent. Elle avait ouvert les verrous qui entravaient sa liberté. Elle avait pris le sac préparé pendant des semaines, caché dans un interstice entre le mur et l'armoire, où elle gardait des papiers d'identité falsifiés, achetés via un contact qu'elle préférait ne pas nommer, de l'argent économisé peu à peu sur des choses qu'elle demandait et ne recevait pas en échange d'une moindre résistance, et une carte avec un itinéraire griffonné à la main. Elle avait sauté par la fenêtre du premier étage par une nuit sans lune. Elle s'était foulée la cheville dans la chute. Elle s'était relevée malgré tout. Elle avait marché, et marché, et marché encore. Adrien écoutait tout cela debout, car il s'était levé sans s'en rendre compte. Il se tenait près de la fenêtre qui donnait sur le jardin. Ce même jardin qu'il avait contemplé la veille, pendant que Walid parlait. Et il sentit le poids de cette histoire se poser sur lui avec une réalité qui n'avait rien d'abstrait. C'était la réalité des choses arrivées pour de vrai, dans le corps d'une personne réelle, qui à cet instant précis se trouvait dans une pièce de cette même maison. « Elle est encore là ?» demanda-t-il. Geneviève l'a convaincu de ne pas partir tout de suite. Éléonore croisa les mains sur ses genoux avec cette prestance qu'il lui connaissait depuis toujours. Mais seulement jusqu'à demain. Après cela, elle s'en ira. Adrien tourna le visage vers sa mère. « Et vous, vous saviez ? Quand Geneviève l'a amenée, saviez-vous qui elle était ? J'en savais assez pour ne pas poser le reste des questions. » La réponse fut sans hésitation. Geneviève m'a dit que c'était une jeune femme qui avait besoin de travail et d'un endroit sûr. Elle ne m'a rien demandé de plus. Je n'ai rien demandé de plus non plus.
Il y avait dans cette réponse une chose qu'Adrien mit un moment à identifier. Ce n'était ni une défense, ni une excuse. C'était quelque chose de plus simple et de plus difficile à la fois. C'était l'aveu tranquille que parfois, protéger quelqu'un signifie ne pas poser de questions qui pourraient l'obliger à mentir ou à souffrir. Après le départ de sa mère, Adrien resta dans sa chambre encore un moment. Puis, il descendit. La cuisine était en pleine effervescence quand il entra, ce qui était inhabituel à cette heure. Geneviève avait déjà organisé le petit déjeuner pour le personnel qui vivait dans les dépendances, une tradition qu'elle maintenait depuis 3 décennies et que la famille avait tenté de supprimer une fois, il y a longtemps, avant de réaliser que Geneviève avait simplement continué comme si l'ordre n'avait jamais existé. Il y avait du pain frais, du café fumant, une corbeille de fruits de saison. Amira était de dos, coupant des fruits près de l'évier avec cette précision économe de celle qui fait une chose tant de fois que le corps apprend à la faire seul. Adrien s'arrêta sur le seuil de la cuisine. Geneviève l'aperçut et ne dit rien, mais il y avait dans son regard quelque chose qui tenait à la fois de l'avertissement et de la permission. « Est-ce que je peux vous parler ?» Amira s'arrêta de couper. Elle resta de dos un instant et Adrien remarqua pour la première fois ses épaules, sa posture, la façon dont elle portait son corps, qui n'était pas la posture de quelqu'un qui a passé sa vie à se courber, mais celle de quelqu'un qui a appris à baisser la tête par choix et qui peut la redresser quand bon lui semble. Elle se tourna. « À quel sujet, monsieur ?» Le mot « monsieur » dans sa bouche, dans ce contexte, après tout ce qui s'était passé la veille, résonna comme une distance maintenue délibérément, comme un avertissement. Il le comprit. « J'ai appris ce qui vous est arrivé, dit-il. Ma mère me l'a raconté ce matin, ce que Walid lui a transmis. Je vois. Je tiens à m'excuser. » Il y eut un silence. Amira l'étudia de ses yeux qui avaient cette capacité perturbante de voir au-delà des mots. « Pourquoi précisément, monsieur ?» Adrien n'était pas habitué à cette question. Les rares fois dans sa vie où il s'était excusé, et elles n'étaient pas nombreuses, la personne en face avait accepté sans demander de précision. C'était le privilège du pouvoir. L'excuse arrivait toute faite et était reçue sans discussion. « Pour ce que j'ai fait hier dans le couloir, dit-il, pour l'enveloppe, pour la façon dont j'ai agi. Pour l'enveloppe d'hier ou pour les 5 années où vous avez traité chaque personne travaillant ici comme s'il s'agissait d'une extension du mobilier. » La question tomba sans agressivité, ce qui la rendait plus percutante que si elle avait été chargée de colère. C'était une question authentique, posée avec la voix calme de quelqu'un qui vérifie si son interlocuteur saisit la dimension réelle de ce qui est discuté. Adrien resta muet. Il n'y avait pas de réponse facile à cela, et tout ce qu'il pourrait dire à cet instant sonnerait comme une justification ou un argument, et aucun des deux n'était ce que la situation exigeait. Elle prit la planche à découper avec les morceaux de fruits et se dirigea vers la table. « Vous ne demandez pas pardon à la femme qui nettoie votre maison, » dit-elle en disposant les fruits. « Vous demandez pardon à la fille de l'ambassadeur, et c'est là toute la différence entre le respect et la pitié. » La phrase le terrassa d'une manière qu'il n'était pas prêt à affronter. Il resta planté là, à l'entrée de la cuisine sans savoir quoi faire de ses mains, une sensation qu'il n'avait pas l'habitude d'éprouver. Puis il sortit sans un mot de plus, car tout ce qu'il dirait à cet instant sonnerait creux, et il le savait, et ce savoir était en soi une sorte de commencement. Walid Al-Mansour passa la matinée au manoir, assis avec Madame Éléonore sur la terrasse couverte qui donnait sur le jardin, buvant du café et parlant à voix basse. Walid avait 62 ans, il avait bâti une carrière entière dans la diplomatie commerciale, connaissait des présidents par leur prénom, et avait dîné dans des palais sur 4 continents. Mais il y avait en lui ce matin-là quelque chose qui semblait à l'opposé de tout cela. Il y avait en lui la fragilité spécifique de celui qui porte une culpabilité qu'il n'a jamais réussi à évacuer. Quand Adrien rejoignit la terrasse, le visiteur le regarda et dit sans préambule « Vous devez savoir qui est Karim Joubran. » Le nom résonna dans l'air comme quelque chose qui ne devrait pas être prononcé trop fort. « Le fiancé, » dit Adrien. « L'homme qu'elle a fui. » Walid posa sa tasse avec soin. Joubran n'est pas seulement un homme d'affaires riche et autoritaire, c'est un homme qui n'a jamais accepté qu'on lui dise non, surtout une femme, surtout une qu'il considérait comme sa propriété depuis qu'il avait signé les papiers avec son père. Il marqua une pause. Quand elle a disparu, il ne l'a pas acceptée. Jamais. Il a continué à chercher. Adrien sentit une boule se former dans sa poitrine. Est-ce qu'il sait où elle est? Pas encore. Le mot « encore » pesa de tout son poids dans la phrase, mais ses moyens sont considérables. Hier soir, ici même dans cette pièce,
Il y avait au moins 2 hommes d'affaires qui ont des contacts dans les mêmes cercles que ceux où Joubran évolue. Je l'ignorais quand j'ai accepté ce dîner. Walid regarda Adrien avec ses yeux qui voyaient à travers les gens. C'était une imprudence de ma part, et je m'en excuse. Adrien regarda le jardin, où les plantes dont Amira s'était occupée au fil des ans, les jasmins qu'elle avait plantés, les fougères, les massifs de lavande qu'elle arrosait chaque matin avant de commencer son service, restaient immobiles dans la chaleur matinale. Ce dont elle a besoin maintenant, c'est de temps, dit Walid, et de sécurité. Elle a eu besoin de ces 2 choses pendant 5 ans, et vous les lui avez données sans le savoir. Maintenant, vous le savez. Ce n'était pas une demande. C'était un constat livré comme une invitation. Plus tard, quand le soleil fut haut et que la chaleur de la ville faisait trembler l'horizon, Adrien alla au jardin. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait. Peut-être que le simple fait de marcher était suffisant, une façon de faire bouger son corps pendant que sa tête tentait d'organiser ce qu'il avait reçu ces dernières heures. Elle était là, agenouillée près d'une rangée de jasmins le long du mur nord du jardin, les mains dans la terre, vérifiant l'humidité avant de décider s'ils avaient besoin d'eau. Elle avait troqué son uniforme contre un simple chemisier de coton et un pantalon de travail, et elle lui tournait le dos, complètement absorbée par sa tâche. Adrien s'arrêta à quelques mètres. Il la regarda, ses mains dans la terre, sa posture concentrée, la façon dont elle examinait chaque plante avec une attention sincère, comme on vérifie le bien-être de ce qui compte vraiment. Et il pensa au temps qu'il lui avait fallu pour s'apercevoir que ce jardin était beau, pour noter qu'il y avait quelqu'un qui le rendait beau. « Pourquoi des jasmins ?» demanda-t-il. Elle ne fut pas surprise par sa voix. Elle ne se redressa pas brusquement. Elle garda les mains dans la terre encore une seconde avant de tourner le visage vers lui. « Le jasmin pousse n'importe où si on s'en occupe bien, » dit-elle. « Il n'est pas exigeant. Il n'a pas besoin d'un sol riche ni d'un climat parfait. Il a juste besoin de constance. » Elle regarda les plantes un instant. « J'ai toujours pensé que j'avais quelque chose à apprendre de cela. » Adrien ne répondit pas immédiatement. Il resta là à regarder ces jasmins comme s'il les voyait pour la première fois, ce qui, d'une certaine manière, était vrai. « Vous partez demain ?»« Oui. Pour aller où ?»« Je ne sais pas encore. » La réponse fut dite sans mélodrame, comme un simple fait. Mais quelque part où je pourrais recommencer. Je l'ai déjà fait une fois. Je sais comment on fait. Il y avait dans cette phrase un courage qui lui fit mal d'une façon qui n'était pas tout à fait de la douleur. C'était plutôt la reconnaissance d'une qualité qu'il n'avait jamais eu besoin de posséder. Le courage de partir de zéro. De choisir l'incertitude plutôt qu'une fausse sécurité. De refuser un confort qui n'était qu'une prison dorée. « Vous avez dit quelque chose hier, commença-t-il, avant de quitter la pièce, que vous aviez abandonné un palais pour n'être la propriété de personne. » Elle le regarda sans rien dire, attendant la suite. « Si vous n'étiez qu'une employée, dit-il lentement, pesant ses mots comme si chacun lui coûtait, sans l'histoire que vous avez, sans le passé que vous portez. Est-ce que je serais là, maintenant ?» Le silence qui suivit ne fut pas inconfortable. Il fut honnête. Et l'honnêteté d'un silence dit parfois plus que n'importe quelle réponse élaborée. « C'est ce que j'ai besoin de savoir », finit-elle par dire. « Avant toute autre chose, si vous êtes ici pour moi ou pour la princesse que j'ai été un jour. » Adrien resta immobile dans le jardin, avec le soleil de Provence pesant sur ses épaules, et cette question pesant bien plus lourd que le soleil. Et il n'avait pas de réponse. Il ne l'avait pas encore. Et pour la première fois de sa vie, il ne faisait pas semblant de la voir. Elle retourna à ses plantes sans attendre qu'il dise quoi que ce soit de plus. Geneviève était sur la terrasse quand Adrien rentra, feignant de ranger le chariot des herbes aromatiques et de ne rien observer de ce qui s'était passé, ce qui était l'exact opposé de la réalité. Quand il passa près d'elle, l'intendante dit sans lever les yeux « Qu'elle est restée ici parce que je l'ai amenée. Je l'ai fait parce que j'ai vu dans ses yeux ce que j'ai vu un jour dans les yeux de ma propre fille. » Sa voix était basse et ferme, sans accusation mais sans douceur artificielle. « Ma fille n'a eu personne pour l'aider quand elle en a eu besoin. Yasmine, elle, a eu quelqu'un. C'est tout ce que j'avais besoin de faire. » Adrien s'arrêta. Il regarda l'intendante qui travaillait dans cette maison depuis 30 ans et qui avait gardé le silence pendant 5 ans sur un secret qui aurait pu lui coûter son emploi, la confiance de la famille, et peut-être plus encore. Pourquoi ne me l'avoir jamais dit? Parce que ce n'était pas mon histoire à raconter. Geneviève leva les yeux vers lui avec une sérénité qui était à la fois une réponse et une leçon. Ce ne l'est toujours pas. C'est elle qui décide quand elle raconte. C'est elle qui décide à qui elle raconte. Et c'est elle qui décide quand elle s'en va et quand elle reste.
Il y avait dans ces paroles quelque chose qui résonna dans la tête d'Adrien tout le reste de l'après-midi, pendant qu'il tentait de travailler sans y parvenir, une idée sur l'autonomie, sur le droit d'une personne d'être le sujet de sa propre histoire, plutôt que l'objet de l'histoire des autres. Une idée que, réalisa-t-il avec un pincement désagréable, il avait violée de 1000 façons, petites et grandes, tout au long de sa vie d'héritier, habitué à ce que les choses se plient à sa volonté. Cette nuit-là, après le dîner, Adrien alla dans son bureau et fixa la fenêtre qui donnait sur le jardin désormais obscur. Il y avait une lumière allumée dans les dépendances de la propriété. L'une d'elles était la chambre d'Amira. Elle était éveillée. Il regarda cette lumière pendant un long moment, repensant à ce qu'elle avait dit, que s'il n'était question que d'une employée ordinaire, sans l'histoire de la princesse fugitive, il ne serait pas là. Son silence avait été sa réponse, et ils le savaient tous les deux. Mais il y avait une différence entre reconnaître son propre aveuglement et continuer à être aveugle. Et Adrien de Montfort, qui avait passé sa vie entière à avoir raison, apprenait une chose nouvelle, que le premier pas pour voir, c'est d'admettre qu'on n'a rien regardé. C'était peu. Il savait que c'était peu. Mais c'était un début. À 11 heures du soir, il monta dans sa chambre et fixa le plafond pendant longtemps. La chaleur ne diminuait pas, même à cette heure-là. Et la honte qui était arrivée lentement comme la chaleur du matin n'était pas partie. Elle était restée. Et cette nuit-là, d'une manière qu'il ne saurait pas encore expliquer, fut la première nuit où Adrien de Montfort commença à comprendre la différence entre connaître le prix de tout et la valeur de quelque chose. La proposition tomba le lendemain matin, avant 7 heures, alors qu'Amira se trouvait dans le couloir, son sac de voyage sur l'épaule. Elle avait empaqueté tout ce qu'elle possédait, ce qui n'était pas grand-chose, car en 5 ans, elle avait appris à ne pas accumuler, à vivre avec le poids d'une vie qui tenait dans un sac de taille moyenne, comme quelqu'un qui n'oublie jamais qu'il peut avoir besoin de partir à tout moment. Il y avait une enveloppe avec l'argent économisé au fil des ans, un petit carnet de notes avec des adresses utiles, une petite photographie qu'elle portait depuis son départ de Syrie et qui montrait sa mère jeune dans un jardin qu'elle ne reconnaissait plus que par les mêmes yeux qu'elle voyait dans le miroir chaque jour. Geneviève se tenait sur le seuil de la chambre et ne disait rien pendant qu'Amira organisait ses dernières affaires. Il y avait entre elles un type de communication qui se passait de mots, construite en 5 ans de matins partagés, de silence qui avait une texture, de moments où aucune des deux n'avait besoin d'expliquer ce qu'elle ressentait, car l'autre le savait déjà. Quand Amira prit son sac et se tourna pour partir, Geneviève dit simplement « Tu sais que tu as une place ici dès que tu en auras besoin. » « Je le sais. » Amira serra l'intendante dans ses bras avec cette force contenue de celle qui ne veut pas que l'étreinte finisse, mais sait qu'elle le doit. « Prends soin de toi. » C'est dans le couloir de l'aile de service qu'elle rencontra Adrien. Il était appuyé contre le mur, les bras croisés, avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. Ce n'était ni l'arrogance habituelle, ni l'excuse inconfortable de la veille. C'était quelque chose de plus simple et de plus vulnérable. C'était l'expression d'un homme qui a passé la nuit entière à réfléchir à une chose et qui est arrivé à une conclusion qui l'effraie un peu. « Avant que vous ne partiez, dit-il. » Elle s'arrêta. Elle resta debout dans le couloir, le sac à l'épaule, attendant. « Vous m'avez dit que si je tenais une journée de travail avec vous, je gagnais une chance. » Adrien décroisa les bras. « Je la veux. » Amira l'étudia un instant. Ses yeux bruns foncés, ce regard qui mesurait les choses sans hâte. « Pourquoi ? » « Parce que la question que vous m'avez posée dans le jardin m'a empêché de dormir. » L'honnêteté dans sa voix était inconfortable, comme celle de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être honnête envers lui-même et qui s'y oblige pour une raison qu'il est encore en train de découvrir. « Vous avez demandé si je serais là si vous n'étiez qu'une employée ordinaire, et le silence a été ma réponse. Mais je ne veux pas que ce silence soit la réponse définitive. » Elle resta silencieuse pendant un temps qu'il ne sut mesurer. « Si vous ne tenez pas, vous partez sans vous plaindre et sans drame. » finit-elle par dire, et on ne fait pas les choses à moitié. Entendu, à 5 heures demain matin. Elle posa son sac au sol, avec des vêtements usés. À 5h15 le lendemain, alors que le ciel était encore sombre et que l'air de l'aube portait cette brève fraîcheur que la Provence offre avant que le soleil ne reprenne le contrôle du monde, Adrien de Montfort descendit dans la cour de service. Il portait un vieux t-shirt délavé trouvé au fond d'un tiroir et un pantalon de jogging qui avait peut-être 15 ans. Amira l'attendait dans la cuisine de service avec 2 tasses de café. Elle regarda sa tenue et ne dit rien. Elle lui tendit son café. Geneviève était là aussi, préparant le pain pour le petit déjeuner collectif, et il y avait dans son regard
quelque chose qui ressemblait vaguement à de l'amusement, mais qui portait aussi une couche d'attention sincère, l'attention de celle qui voit quelque chose d'important se produire et veut en enregistrer chaque détail. La journée commença par le nettoyage de la cuisine industrielle, ce qui était bien différent du ménage domestique, comme Adrien le découvrit dès les 20 premières minutes. Il ne s'agissait pas seulement de passer un coup de chiffon. Il fallait démonter le piano de cuisson, pièce par pièce, nettoyer chaque composant avec le produit spécifique, remonter, vérifier. Il fallait nettoyer la chambre froide à l'intérieur et à l'extérieur, organiser les aliments par date, écarter ce qui était périmé, noter ce qui devait être racheté. Il fallait récurer les grandes marmites en aluminium avec une éponge de fer et du dégraissant qui restait imprégné sur les mains pendant des heures. À 7 heures du matin, Adrien s'était coupé le doigt sur un rebord du four et ses épaules le lancèrent d'une façon inhabituelle. Amira observa la coupure sans rien dire d'autre que d'aller chercher la trousse de premiers soins pour la lui tendre. « Vous n'allez pas m'aider » demanda-t-il, tenant le pansement de sa main valide. « On apprend mieux seul. » Il appliqua le pansement seul, ce qui lui prit plus de temps que prévu, et retourna au nettoyage sans commentaire. La matinée avança ainsi, elle travaillant avec cette précision et cette rapidité nées de années de répétition, lui tentant de suivre et restant toujours quelques pas derrière, non par manque d'effort, mais par manque de pratique. Il y avait un savoir dans son corps à elle qui n'était pas dans les manuels et ne pouvait être transmis par les mots, l'inclinaison exacte du chiffon pour que l'eau ne goûte pas au sol avant d'atteindre le seau, l'angle spécifique pour frotter le marbre sans laisser d'auréole, la façon de tordre la serpillière pour extraire le maximum de liquide sans effort inutile. Il tenta d'imiter. Il échoua. Il essaya encore. Dans la cuisine, Geneviève observait tout, les yeux sur son travail et l'attention portée ailleurs. À midi, après 4 pièces, 2 salles de bain et le couloir principal, ils s'arrêtèrent pour déjeuner au réfectoire du personnel. Une longue table de bois dans une pièce attenante à la cuisine de service où les employés déjeunaient ensemble depuis que Geneviève avait instauré cette pratique des décennies plus tôt. Ratatouille, riz, viande braisée, salade. Adrien s'assit et mangea en silence, avec cette faim spécifique de celui qui a travaillé physiquement toute la matinée et découvre que le corps réclame son dû d'une manière bien différente de la faim intellectuelle. Il y avait d'autres employés à table, le jardinier, les gardiens du matin, l'aide cuisinière. Ils regardèrent Adrien quand il entra, puis fixèrent leurs assiettes avec l'inconfort de ceux qui ne savent pas comment se comporter quand le patron apparaît dans un espace qui est le leur. Adrien perçut cet inconfort, et pour la première fois, il comprit concrètement ce que ce malaise signifiait, qu'il y avait une frontière invisible maintenue pendant des décennies par la hiérarchie et qu'elle traversait cette table de la même façon qu'elle traversait toute la maison. Les gens des deux côtés de la frontière savaient exactement où elle se trouvait, même quand personne ne la traçait. Il prit sa fourchette et commença à manger sans rien dire. Et le silence cessa graduellement d'être celui de l'embarras pour devenir celui d'un repas. L'après-midi, ils allèrent au jardin. Et c'est au jardin que la chose la plus importante de la journée se produisit. Amira enseignait comment tailler les rosiers, un processus qui exigeait l'usage de gants spécifiques pour ne pas se blesser sur les épines, un sécateur bien affûté et un savoir-faire sur l'endroit où couper. Une différence d'1 centimètre pouvait déterminer si la plante donnerait des fleurs au cycle suivant ou non. Adrien écouta l'explication, prit le sécateur, coupa. Il rata le point de coupe. Elle ne dit rien, mais son expression indiqua l'erreur de telle sorte qu'il vit où il s'était trompé sans qu'elle ait besoin de parler. « Depuis combien de temps jardinez-vous » demanda-t-il. « Depuis que je suis enfant. » Elle travaillait peu à peu sur les massifs avec ses mouvements tranquilles habituels. « Ma mère avait un jardin à Damas. Elle disait que les plantes sont les seuls êtres vivants qui ne mentent jamais. Si vous ne vous en occupez pas, elles le montrent. Si vous vous en occupez, elles le montrent aussi. » Adrien resta silencieux un instant. « Est-ce qu'elle vous manque ?»« Tous les jours. » La réponse vint sans hésitation et sans dramaturgie, comme une vérité si intégrée à sa vie qu'elle n'avait plus besoin d'émotion pour être dite. « Elle est morte quand j'avais 12 ans. C'est après cela que mon père a changé. Le deuil fait cela à certaines personnes. Oui, elle passa au massif suivant. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication. Il y avait une maturité dans cette distinction entre excuse et explication qu'Adrien ressentit sans pouvoir la nommer sur le coup. C'était la maturité de quelqu'un qui avait souffert aux mains d'une personne et qui, pourtant, ne l'avait pas réduite à un simple méchant,
qui avait maintenu la complexité de l'humanité même dans le récit de sa propre douleur. « Et votre père » demanda-t-il. « Que ressentez-vous pour lui maintenant ?» Amira marqua une pause dans son travail. Puis elle continua. « Je ne sais pas encore, parfois je ressens de la colère. Parfois le manque de l'homme qu'il a été avant. Parfois les deux en même temps, et ils ne se contredisent pas. » Elle regarda Adrien. « Je pense que vous savez ce que c'est. » Il comprit la référence. Le père qui avait construit le groupe de logistique et qui était parti 4 ans plus tôt, laissant un héritage immense et un ensemble de valeurs qu'Adrien avait absorbées sans discuter, incluant l'idée que l'argent et le pouvoir étaient des mesures suffisantes pour juger une personne, que la hiérarchie était naturelle et nécessaire, que celui qui travaillait pour vous était, d'une certaine façon, au service non seulement du travail, mais de votre volonté. « Je pense que oui, dit-il. » Ils travaillèrent en silence pendant un temps, côte à côte dans les massifs, et il y avait dans ce silence une qualité différente de tous les autres silences de la journée. Ce n'était pas le silence de celui qui évite, mais celui de celui qui est tout simplement présent. En fin d'après-midi, quand le soleil déclinait et que la chaleur de la ville commençait à prendre cette texture dorée qui précède le crépuscule, ils s'assirent sur le banc de bois près du jasmin. Le dos d'Adrien le lançait vraiment maintenant, et ses mains montraient les rougeurs de heures de travail qu'elle ne connaissait pas. Il les regarda un instant, ses mains qui signaient des contrats et composèrent des numéros, et qui n'avaient jamais épluché une pomme de terre de leur vie avant ce matin. « Je comprends maintenant, dit-il, ce que vous vouliez dire hier à propos des 5 années. J'ai passé une journée et je suis épuisé. Vous avez fait cela tous les jours, pendant 5 ans, par choix. Ce n'était pas exactement par choix, dit-elle. Au début, c'était par nécessité. Puis c'est devenu une routine. Puis c'est devenu... Elle marqua une pause, cherchant le mot. Une appartenance. Cette maison est mienne, d'une façon qui n'est inscrite dans aucun document. J'en connais chaque détail. Je sais où le bois grince sur la 3e marche de l'escalier. Je sais quel robinet il faut tourner un demi-tour de plus pour qu'il ne goûte pas. Je sais que le jasmin du coin droit pousse plus vite que les autres et doit être taillé plus souvent. Adrien regarda les jasmins. Cela va vous manquer. Oui. Elle ne tenta pas d'édulcorer la chose. Mais je ne peux pas rester quelque part juste parce que je m'y suis habitué. J'ai déjà appris cette leçon. Ce fut à ce moment-là, sur ce banc, avec le soleil doré dans le jardin et l'odeur du jasmin dans l'air, et le dos endolori par le travail honnête de la journée, qu'Adrien de Montfort confessa ce qu'il avait passé la nuit à tenter de formuler sans y parvenir. « Vous êtes la première personne depuis des années qui m'a dit non, dit-il. Et je ne parle pas seulement de l'enveloppe d'hier, je parle de tout. Vous ne m'avez jamais traité comme si mon argent ou mon nom était une réponse suffisante à quoi que ce soit. Vous n'avez jamais agi comme si je méritais une approbation automatique. Et cela... » Il marqua une pause. « Cela m'a fait me sentir petit, pour la première fois. » Elle le regarda un instant. « Bienvenue au club, » dit-elle avec un sourire qui portait plus de tristesse que d'ironie. « Nous, ceux qui travaillons pour vous, nous nous sentons ainsi tous les jours. » Adrien la regarda. Ce sourire, cette tristesse intégrée au sourire, et pensa qu'en toute sa vie, avec toutes les affaires qu'il avait conclues et tous les accords qu'il avait signés, il n'avait jamais entendu une phrase qui lui fasse ressentir autant de choses à la fois, la honte et l'admiration, la reconnaissance et l'inconfort, et quelque chose d'autre qui n'avait pas encore de nom précis, mais qui grandissait là depuis qu'elle était restée à genoux sur le marbre et avait regardé l'argent au sol comme s'il s'agissait de détritus. « Si je vous demandais de rester, dit-il lentement, vous me donneriez une raison pour cela. » Elle resta silencieuse un moment, les yeux fixés sur les jasmins. « Non, dit-elle, je ne donnerai pas de raison, c'est votre responsabilité. » Elle se leva du banc et commença à ramasser les outils de jardinage. « Mais je vous donne une seconde chance, pas par naïveté, parce que Geneviève m'a donné une chance quand je ne méritais rien, et j'ai appris que c'est parfois ainsi que les choses changent. » Il la regarda ranger les outils avec sa précision habituelle, chaque chose à sa place. « Merci, dit-il. Ne me remerciez pas encore. » Elle ferma l'armoire aux outils et se tourna vers lui avec ce regard direct. « Vous avez beaucoup à apprendre, et je n'ai pas de patience pour la fausseté. Je sais. J'espère que vous le savez vraiment. » Elle s'en alla vers la cuisine, et il resta assis sur le banc du jardin, le corps endolori face au jasmin, avec cette sensation si inconfortable et pourtant si nécessaire, qu'il venait de commencer un processus qu'il ne pouvait plus arrêter à mi-chemin. Ce soir-là, Geneviève alluma la dernière lumière de la journée dans la cuisine de service bien plus tard que d'habitude,
car il y avait beaucoup de pain à préparer pour le lendemain, et parce qu'elle aimait travailler quand la maison était calme et que la pensée pouvait circuler librement. Elle pensa à sa fille. Solène, qui vivait dans un foyer dans une ville à 3 heures d'ici, qui avait passé des années dans une situation que Geneviève ne pouvait nommer sans sentir sa gorge se serrer. Elle était en sécurité maintenant, mais d'une sécurité qui devait être renouvelée chaque jour et qui dépendait de l'anonymat et de la distance. Elle repensa à la façon dont Yasmine était arrivée ici, cette nuit-là il y a 5 ans, les poignets marqués, la cheville foulée, les yeux de celle qui a touché le fond et tente de trouver une surface à laquelle s'agripper. Et elle pensa à la façon dont elle avait décidé, à cet instant, qu'elle allait faire pour cette jeune femme qu'elle ne connaissait pas ce qu'elle n'avait pas réussi à faire pour sa propre fille quand elle en avait eu besoin. La décision la plus importante de la vie de Geneviève avait été prise en moins d'1 minute, au portail de service du manoir, une nuit où elle aurait dû appeler le patron et où elle avait appelé son propre cœur. Elle ferma le four, éteignit la lumière de la cuisine et alla se coucher. Cette nuit-là, elle dormit mieux qu'elle n'avait dormi depuis longtemps. Les jours qui suivirent furent d'une normalité étrange. Ce genre de normalité qui n'est plus celle d'avant, mais qui n'a pas encore révélé tout ce qu'elle sera dans le futur. Yasmine était restée, sans annonce ni cérémonie, elle avait simplement repris sa routine avec la même précision, comme si rien de fondamental n'avait changé. Sauf qu'il y avait désormais un regard différent dans les couloirs du manoir, un ensemble de silences et de brèves conversations qui avaient une densité inexistante avant ce fameux dîner. Adrien avait changé lui aussi, pas de façon dramatique. Ce n'était pas le genre de transformation qui arrive du jour au lendemain, annoncée en fanfare. C'était la transformation la plus difficile et la plus réelle, celle qui se produit dans les marges, dans les petits gestes quotidiens que personne ne scénarise. Il avait commencé à saluer les gens par leur nom. Il avait cessé de laisser traîner ses affaires en attendant que quelqu'un les ramasse. Un matin, Yasmine le trouva dans la cuisine, tentant de laver sa propre tasse de café, avec des résultats médiocres du point de vue technique, mais avec une intention qu'elle reconnut et enregistra sans commentaire. La cicatrice fut révélée un mercredi après-midi. Elle épluchait des pommes de terre dans la cuisine quand la manche de son chemisier glissa vers le haut, et pendant une seule seconde, avant qu'elle ne rabatte le tissu d'un mouvement si automatique qu'il avait clairement été répété des milliers de fois, la marque fut visible. Une ligne fine et légèrement plus claire que le reste de la peau, encerclant le poignet comme le négatif d'un bracelet. Adrien était entré dans la cuisine à cet instant précis. Il resta figé sur le seuil. Elle avait ajusté sa manche. Elle continua d'éplucher ses légumes sans le regarder. Le silence dura peut-être 3 secondes. Mais ce fut un silence qui dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce que cette marque signifiait et sur le coût réel de cette nuit où elle avait sauté par la fenêtre du premier étage. « Est-ce que ça fait encore mal ?» demanda-t-il. Sa voix était basse, sans l'inflexion de celui qui cherche à dire la bonne chose. C'était la voix de quelqu'un qui avait sincèrement besoin de savoir. Non, elle ne s'arrêta pas. C'était il y a longtemps. Mais vous la cachez. C'est l'habitude. Elle marqua une pause, puis continua. Quand je suis arrivée en France, je ne savais pas ce que les gens feraient s'ils voyaient cela, s'ils poseraient des questions auxquelles je ne voulais pas répondre, s'ils auraient de la pitié, ce qui est la pire chose qui puisse arriver. Elle le regarda un instant. J'ai appris qu'il est plus simple de ne pas montrer. Mais maintenant vous savez que vous pouvez la montrer ici. Elle l'étudia de ce regard si particulier. Maintenant je sais beaucoup de choses que j'ignorais auparavant. Elle retourna à ses pommes de terre. Mais les habitudes de survie ne disparaissent pas juste parce que la situation a changé. Elles restent un temps, parfois pour toujours, mais elles cessent de faire mal. Adrien resta planté là encore un moment, puis alla chercher de l'eau dans le réfrigérateur avec ce mouvement qu'il apprenait à utiliser pour ne pas rester immobile quand il ne savait pas quoi faire. Prendre un verre, le remplir, boire, donner à ses mains quelque chose à faire pendant que sa tête traitait l'information. Cet après-midi-là, la ville au dehors était vivante comme toujours, avec sa chaleur, son trafic et cette vie aixoise qui ne s'arrête pour rien. Mais dans le jardin, quand ils se retrouvèrent près des jasmins en fin de journée, il y avait une qualité différente dans l'air, plus légère peut-être, ou plus honnête. « Parlez-moi de l'Europe » demanda-t-il, assis sur le banc. Elle le regarda, un sourcil légèrement levé. C'était la première fois qu'il demandait cela. « Que voulez-vous savoir ?»« N'importe quoi. Comment c'était de vivre à Genève ?» Elle réfléchit un instant,
Puis elle commença à parler, non pas de la voix de celle qui fait une déclaration formelle, ni de celle qui subit un interrogatoire, mais de la voix de celle qui ouvre un tiroir resté fermé trop longtemps et vérifie si ce qu'il contient existe encore. Elle parla de Genève avec les yeux de l'adolescente arrivée avec son père à 14 ans, restée immobile devant le lac Léman pendant 20 minutes, incapable de bouger, car elle n'avait jamais vu d'eau aussi calme et aussi vaste à la fois. Elle parla de l'internat à Paris, où elle avait étudié de 16 à 18 ans, où les filles venaient de 20 pays différents. Parfois c'était fascinant, parfois c'était d'une solitude spécifique que seul l'étranger parmi les étrangers comprend. Elle parla des langues. L'arabe en premier, le français arrivé à 7 ans avec une gouvernante, l'anglais à 10, l'italien et l'espagnol presque en même temps à 12, l'allemand à l'internat parce que c'était obligatoire. Et le portugais était arrivé d'une façon imprévue plus tard, appris de la vie réelle et non des livres. Le français a été le plus difficile ? Demanda-t-il. Non. Elle sourit un peu. C'était le plus élégant. Les autres, je les ai appris par obligation ou nécessité. Le français, je l'ai appris parce que je voulais habiter ces mots. Les gens ici parlent comme si les phrases étaient de la dentelle, avec de la texture, de la finesse. Je ne peux pas mieux expliquer. Adrien resta songeur devant cette image. 6 langues en plus de l'arabe. 7. J'ai appris un peu de mandarin à l'internat. Pas beaucoup. Assez pour être poli et pour réaliser qu'il me faudrait 10 ans de plus pour être fluide. Alors j'ai arrêté. Il y avait dans cette énumération, dite si naturellement, le portrait d'une vie qui avait été extraordinaire avant de devenir invisible. Une vie remplie de choses que la plupart des gens n'auraient jamais et qu'elle avait laissées derrière elle de ses propres mains. Non parce qu'elles n'avaient pas de valeur, mais parce que le coût pour les garder était devenu trop élevé. « Vous ne regrettez pas, demanda-t-il, d'avoir laissé tout cela ?» La réponse mit du temps à venir. « Parfois, je regrette les petites choses. » Elle regarda les jasmins, les bibliothèques, les musées, le silence de la neige, qui a un type spécifique de calme qui n'existe nulle part ailleurs. Une pause. Mais pour le reste, non. Parce que ce que j'aurais gagné en restant ne valait pas ce que j'aurais perdu. La liberté. Cela et moi-même. Elle tourna son visage vers lui. La personne que je suis maintenant, avec tous ses défauts, toute sa fatigue, tous les matins où je me lève à 5 heures pour nettoyer le sol en marbre sur lequel vous marchez sans même vous en apercevoir. Cette personne est à moi. C'est moi qui l'ai faite. Personne ne me l'a donnée, personne ne m'a acheté, personne ne m'a modelé pour être ce qu'il voulait. Adrien resta silencieux. « Je vous envie pour cela, dit-il. » Et c'était un aveu sincère, pas le genre de choses qu'il avait l'habitude de dire, pas le genre de choses qu'un héritier multimillionnaire dit à une employée de maison, ce qui rendait le poids de ses mots encore plus grand. « J'ai été modelé pour être ce que je suis. Les attentes étaient posées avant même que je sache que je pouvais les remettre en question. Et je ne les ai jamais remises en question. Vous le pouvez encore. À 37 ans, surtout à 37 ans. » Elle se leva du banc et alla vérifier le jasmin du coin, celui qui poussait le plus vite. Remettre en question tôt est plus facile parce qu'on a moins de choses à démonter. Remettre en question plus tard a plus de valeur parce qu'on sait exactement ce qu'on rejette. Il la regarda examiner les branches et pensa qu'il y avait quelque chose de très précis chez cette femme. Non pas une précision froide, mais la précision de celle qui a été obligée par la vie d'être exacte sur les choses qui comptent, car le coût de l'imprécision avait été trop lourd. La paix de ces jours dura exactement 1 semaine et 3 jours. Ce fut un après-midi où la chaleur était plus pesante que d'habitude, et où les jasmins restaient immobiles, comme s'ils sentaient eux aussi le poids de l'air, que Geneviève apparut en courant dans le jardin. Yasmine vit son visage et se redressa avant même que l'intendante ne dise un mot. Elle avait appris à lire ce visage comme un baromètre, et ce qui y était écrit maintenant était ce qu'elle avait redouté pendant 5 ans comme on redoute la foudre par un après-midi de canicule. « Il y a un homme à la porte », dit Geneviève, la voix basse et contrôlée, mais les yeux trahissant ce que la voix taisait. « Un envoyé. Il n'a pas donné de nom. Mais il a demandé après toi en utilisant ton vrai nom. Son vrai nom. » Yasmine resta figée une seconde, une seule seconde. Puis elle sentit le monde se contracter autour d'elle avec cette sensation spécifique, non pas de panique, car elle avait appris à la contenir, mais de reconnaissance. Le genre de reconnaissance que l'on ressent quand la chose que l'on craignait confirme qu'elle a toujours su qu'elle finirait par arriver. Adrien se tenait debout derrière elle. Elle ne l'avait pas entendu s'approcher, mais il était là, et quand elle fit un pas en arrière instinctivement, il fut celui qui la soutint avant que ses genoux ne lâchent.
sans drame, simplement avec la solidité de quelqu'un qui était là. « Reste ici », dit-il. Elle voulut dire qu'elle irait avec lui, que c'était elle qui devait faire face, qu'elle avait passé 5 ans à apprendre à prendre soin d'elle-même et n'avait besoin de personne pour le faire maintenant. Mais ses jambes n'étaient pas tout à fait fermes et il y avait quelque chose dans sa voix. Non pas de l'autorité, pas le ton du patron qu'elle connaissait, mais quelque chose de différent, de plus grave, qui la fit rester. Adrien alla seul dans le hall d'entrée. L'homme qui s'y trouvait avait environ 40 ans, un costume sombre malgré la chaleur, une mallette sous le bras et cette posture de celui qui a été entraîné à transmettre le pouvoir par l'immobilité. Il n'était pas de la région. Son accent, quand il parla, était celui de quelqu'un qui avait appris le français comme langue étrangère. « Je suis ici pour vérifier une information, dit-il. Il posa une enveloppe sur la table du hall. « Monsieur Joubran sollicite la confirmation de la présence de Yasmine Al-Rachid à cette adresse. » Adrien regarda l'homme avec un calme différent de son calme habituel. Ce n'était pas le calme de l'héritier habitué à contrôler son environnement, mais le calme spécifique de celui qui a décidé qu'il ne bougerait pas. Il n'existe personne de ce nom dans cette résidence. Monsieur Joubran a des informations selon lesquelles... Monsieur Joubran a des informations erronées. Adrien fit un pas vers l'homme, sans agressivité, mais suffisamment pour réduire la distance et changer la géométrie de la conversation. Amira. Il utilisa le nom d'emprunt, le nom des papiers français, le nom que Geneviève avait fait établir 5 ans plus tôt, est une employée de cette maison avec tous ses documents en règle. Elle travaille ici depuis 5 ans, et elle ne quittera pas cette maison. Il y avait quelque chose dans la façon dont il dit cela, non pas comme une déclaration pour impressionner, mais comme un fait qu'il enregistrait pour qu'il n'y ait aucun malentendu, qui fit que l'envoyé resta silencieux un instant. Monsieur Joubran ne sera pas satisfait de cette réponse. Vous pouvez transmettre à Monsieur Joubran que sa satisfaction n'est pas de la responsabilité de cette demeure. L'homme ramassa l'enveloppe, fit une inclinaison de tête minimale qui n'était pas de la déférence, mais l'aveu que la conversation était terminée, et sortit. Adrien resta dans le hall jusqu'à ce qu'il entende la voiture s'éloigner. Puis il se tourna et alla vers le jardin. Yasmine était là où il l'avait laissée, debout près du jasmin avec Geneviève à ses côtés. Il y avait entre elles un silence qui avait la texture de 5 ans de secrets partagés et d'une peur qui avait réussi à se tenir à distance jusqu'à présent. Madame Éléonore était descendue pendant qu'il était encore dans le hall et se tenait sur le seuil du salon, les bras croisés, avec cette expression qu'il ne parvenait parfois pas à lire, mais qu'il lut cette fois. Il y avait en elle quelque chose qui n'était pas seulement de l'inquiétude, c'était de la reconnaissance. Le même genre de reconnaissance qu'il avait vu dans les yeux de Yasmine quand Geneviève était apparue en courant. « L'homme est parti », dit-il. Yasmine acquiesça. Ce n'était pas du soulagement, c'était la conscience que ce n'était que la première vague de quelque chose qui arrivait encore. « Il va envoyer l'adresse à Joubran », dit-elle. « Il l'a probablement déjà fait. L'homme était ici pour confirmer, pas pour négocier. » Adrien resta immobile dans le jardin, et pour la première fois il ressentit la dimension concrète de ce qui avait entouré cette femme pendant 5 ans, non pas comme une abstraction, mais comme une réalité, avec un poids et une adresse. Et il ressentit avec cela la dimension de ce que Geneviève avait protégé pendant tout ce temps, silencieusement, sans rien demander, dans cet acte de soin qui était en même temps un acte de résistance. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-il. Yasmine regarda les jasmins un instant. « Cela devait arriver un jour, dit-elle. Je le savais. Peu importe à quel point on se cache, si quelqu'un a assez de ressources et n'accepte pas le non, il finit par trouver. » Elle tourna son visage vers Adrien. « La question est de savoir ce qu'on fait quand cela arrive. » Madame Éléonore s'avança dans le jardin et se plaça aux côtés de son fils. Et il y avait dans ce geste, ce positionnement physique de la matriarche aux côtés de l'héritier, dans le jardin qu'une employée de maison avait soigné pendant 5 ans, quelque chose qu'Adrien ressentit comme un changement d'alignement. Ce n'était plus le patron et l'employé, c'était quelque chose d'autre qui n'avait pas encore de nom complet, mais qui avait clairement choisi son camp. Cette nuit-là, Walid téléphona à Éléonore avant le dîner. Il y avait plus d'informations. Des informations que Walid avait passé les derniers jours à vérifier avant de les transmettre, car elles étaient du genre qu'on ne dit pas à la légère. Le genre qui change le cours des choses de façon irréversible. Karim Joubran était en France. Il était arrivé 2 jours plus tôt avec une suite de 4 personnes et séjournait dans un hôtel de luxe à 40 minutes du manoir. Il était venu en personne, ce qui signifiait
que l'envoyé de la journée n'était pas une simple sonde. C'était une confirmation pour Joubran lui-même qu'elle était là. Il y avait aussi l'information sur la nièce de Walid, qui s'était mariée avec Joubran 8 ans plus tôt, dans des circonstances que la famille avait acceptées à l'époque comme inévitables et qui avait quitté ce monde 2 ans plus tard. Les circonstances de ce départ étaient quelque chose que Walid portait comme une pierre dans sa poitrine, depuis lors, et sur lesquels les documents officiels disaient une chose, et les personnes présentes en disaient une autre tout à fait différente. Yasmine écoutait tout cela assise à la table de la cuisine de service, devant un thé qu'elle n'avait pas bu et qui refroidissait. C'est en écoutant que quelque chose commença à devenir clair en elle, quelque chose qui avait pris forme ces derniers jours, mais que ces informations venaient de cristalliser d'un coup. Il ne s'agissait plus pour elle de se cacher. Il s'agissait pour elle de décider. Et ces deux choses étaient totalement différentes. Karim Joubran apparut au portail du manoir des Montfort par un après-midi de canicule, quand le soleil était à son angle le plus implacable et que l'ombre des arbres devenait trop courte pour protéger quoi que ce soit. Il était arrivé avec 4 hommes, comme Walid l'avait prévu. Tous en costume, tous avec cette posture qui n'est pas celle d'une sécurité privée ordinaire, mais qui en impose. Le genre qu'on engage quand on veut que la présence parle plus fort que les mots. Lui-même était un homme d'environ 55 ans, grand, les cheveux gris bien coupés, l'expression de celui qui n'a jamais besoin de hausser la voix, car les choses s'arrangent toujours comme il le souhaite, avant qu'il n'ait besoin de le demander. C'était le genre d'homme que le monde appelle respectable, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le respect. Geneviève fut celle qui ouvrit la porte, et le reçut avec l'impassibilité absolue de 30 ans de service domestique, le visage qui ne livre rien, les yeux qui voient tout. « J'ai une affaire à traiter avec mademoiselle Yasmine Al-Rachid », dit Joubran en français avec un accent arabe, de la voix de celui qui est habitué à ce que les portes s'ouvrent avant même qu'il n'ait fini de le demander. « Mademoiselle ne reçoit pas de visite sans rendez-vous », répondit Geneviève. « Mais je peux informer monsieur de Montfort de votre présence. »« C'est nécessaire, dit-il. » Et il y avait dans l'inflexion de sa phrase quelque chose qui n'était pas une requête. Adrien arriva dans le hall en moins de 2 minutes. Madame Éléonore descendit derrière lui, silencieuse comme toujours, mais présente. Cette présence qui a le poids de celui qui témoigne et veut qu'on sache qu'il témoigne. La confrontation dans le hall d'entrée n'eut ni cri ni geste brusque. Ce fut exactement le genre de confrontation qui est le plus terrifiant pour cette raison, menée à voix basse, avec précision, chaque phrase étant un instrument pointé vers quelque chose. Joubran alla droit au but. Il dit qu'il avait des informations selon lesquelles Yasmine Al-Rachid, fille de l'ambassadeur Tariq Al-Rachid, vivait dans cette propriété sous une fausse identité depuis 5 ans. Qu'il y avait des questions juridiques non résolues concernant son mariage contracté avec lui, Karim Joubran, dûment signé par son père en présence de témoins. Qu'il avait voyagé spécifiquement pour régler cette question et qu'il attendait la coopération de la famille Montfort pour cela. Adrien écouta tout cela, les bras croisés, avec cette nouvelle forme de calme. Non pas le calme de l'héritier arrogant, mais le calme de quelqu'un qui a pris une décision avant même que cette conversation ne commence. « Avec tout le respect que je vous dois, » dit-il avec une inflexion qui ne portait aucun respect, « ce que vous décrivez comme une question juridique non résolue est une femme qui a dit non et à qui quelqu'un refuse d'accepter ce non. Ce n'est pas une question juridique, c'est une question de manque de caractère. » Il y eut un silence. Joubran regarda Adrien avec cette expression qui ne change jamais tout à fait, qui est le visage de celui qui calcule tout en paraissant immobile. Vous ne comprenez pas la complexité des traditions et des accords qui sont en jeu. Je comprends parfaitement ce qui est en jeu. Adrien ne bougea pas. Et ce qui est en jeu, c'est la liberté d'une personne adulte de vivre où elle veut et avec qui elle veut. Yasmine Al-Rachid n'appartient à personne. Elle est une personne libre et elle ne quittera pas cette maison. C'est alors que Joubran changea d'instrument. Il dit en arabe, directement à Yasmine, qui était descendue et se tenait sur la 10e marche de l'escalier, les yeux fixés sur lui et le visage d'une pâleur qui n'était pas de la peur, mais la reconnaissance de quelqu'un d'une époque antérieure de sa vie. Quelqu'un qui représentait une partie de son histoire qu'elle avait passé des années à tenter de laisser derrière elle. Il dit que si elle ne repartait pas avec lui ce jour-là, les conséquences ne seraient donc pas seulement pour elle. Geneviève, la fille de Geneviève qui vivait dans un foyer à 3 heures d'ici, les contacts qui l'avaient aidé à traverser les frontières 5 ans plus tôt, tous ceux qui avaient participé à sa protection. « Tu sais que ce n'est pas du bluff, dit-il en arabe. «
de cette voix basse et précise qu'elle avait entendue autrefois dans des contextes qu'elle ne voulait pas se rappeler. Je n'ai jamais eu besoin de bluffer. Yasmine resta immobile sur la 10e marche une seconde. Puis elle descendit les marches restantes d'un pas qui ne vacilla pas. Elle se tint dans le hall d'entrée face à Joubran et le regarda en face pour la première fois depuis 5 ans. Et il y avait dans ce regard une chose qu'elle avait mis tout ce temps à apprendre. Non pas la dureté de celle qui part à la guerre, mais la clarté de celle qui sait exactement ce qu'elle fait et pourquoi. « Il vous faudra plus que des menaces pour m'ébranler, » dit-elle en arabe. « Et cette fois, je n'ai pas la cheville foulée. » Joubran la fixa. « Je vous donne 24 heures pour reconsidérer. » « Vous pouvez garder vos 24 heures. » Le visiteur fit un geste minimal aux hommes qui se trouvèrent derrière lui. Ils sortirent. La voiture s'éloigna. Le hall resta silencieux, après la fermeture de la porte. Avec Adrien, Madame Éléonore, Geneviève et Walid, qui étaient arrivés une demi-heure plus tôt, prévenus par Adrien, et qui étaient restés dans la salle à manger pendant la confrontation, écoutant sans être vus, tous immobiles dans des positions qui formaient une géométrie d'alliance qu'aucun d'eux n'avait planifiée mais qui était bien là. Yasmine resta immobile au centre du hall un instant, puis elle se dirigea vers la cuisine de service, se servit un verre d'eau, le but lentement jusqu'au bout et posa le verre avec un bruit sec et précis. Geneviève vint derrière elle et s'arrêta sur le seuil de la cuisine. « Solène !» dit Yasmine. C'était la fille de l'intendante, le point faible, le point que Joubran avait pointé comme une flèche. Elle doit être prévenue. Je l'ai déjà appelée quand j'ai entendu son nom. La voix de Geneviève était ferme, mais il y avait sous elle une couche de quelque chose qui était l'opposé de la fermeté. C'était la peur d'une mère, qui existe indépendamment de la peur de la personne et n'obéit pas aux mêmes règles. « Elle va bien pour l'instant. Nous allons faire en sorte que cela reste ainsi, » dit Yasmine. Cette nuit-là, ils se réunirent autour de la table de la cuisine de service, Adrien, Madame Éléonore, Walid, Geneviève, Yasmine, et la conversation qui eut lieu là fut d'un genre différent de tout ce que cette table avait reçu auparavant. Ce n'était pas une conversation de famille, ni de patron et employé, ni d'alliés d'affaires. C'était une conversation de personnes qui avaient été poussées du même côté d'une ligne tracée par quelqu'un qui n'était pas présent. Walid fut le premier à dire tout haut ce qu'il pensait depuis son arrivée en France. « Il existe une issue à cela, dit-il, mais c'est l'issue la plus difficile qu'elle puisse emprunter, et elle seule peut décider si elle la prendra. » Tous le regardèrent. Son histoire doit devenir publique. Walid parla lentement, pesant chaque mot avec le soin de celui qui sait que le poids compte. Pas seulement son histoire à elle, l'histoire de Joubran, les femmes qui sont passées entre ses mains, la nièce que j'ai perdue. Sa voix se fit plus basse, mais ne vacilla pas. Il y a des journalistes internationaux qui suivent ce genre de cas depuis des années, des agences de presse qui ont des contacts dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Si l'histoire éclate de façon organisée, documentée, avec les témoignages de plus de personnes que Yasmine seule, il n'aura aucun moyen de la contrôler. Et sans le contrôle du récit, le pouvoir qu'il détient commence à se désagréger. Le silence qui suivit fut celui de tout le monde réfléchissant en même temps, sans encore rien dire. « Elle perd son anonymat », dit Adrien. Ce n'était pas une objection. C'était une vérification. Complètement. Walid n'édulcora rien. La cachette de 5 ans prend fin. Son vrai nom sera partout. Il ne sera plus possible de redevenir invisible après cela. Tous regardèrent Yasmine. Elle avait les mains posées sur la table, tranquille. Son visage était pensif, non pas effrayé, mais avec cette qualité spécifique de celui qui traite une décision réelle, avec toutes les variables qu'elle comporte. « Je reste caché pour toujours », dit-elle enfin. « Il gagne. Mais si je l'affronte ?» Elle marqua une pause. « Peut-être que j'aiderai d'autres femmes à avoir le courage de s'enfuir aussi. » La phrase resta suspendue dans la cuisine un moment. Ce fut Madame Éléonore qui parla alors, et elle fut la dernière personne que quiconque aurait attendu voir parler. La matriarche, qui avait passé sa vie entière dans ce manoir comme symbole de tenue et de retenue, qui avait rarement ri et encore moins pleuré en public, qui avait gouverné la maison avec une élégance que beaucoup qualifiaient de froideur, cette femme ouvrit la bouche et dit une chose qui fit qu'Adrien la regarda comme s'il voyait sa mère pour la première fois. « Je sais ce que c'est. » Tous gardèrent le silence. Mon mariage n'a pas été choisi par moi. Sa voix était basse mais absolument ferme, comme quelqu'un qui dit une vérité gardée pendant des décennies et découvre que le poids diminue un peu en étant dite. La famille de ton père m'a été présentée quand j'avais 19 ans. 2 mois plus tard, l'accord était conclu. Personne ne m'a rien demandé. On a demandé à ma mère, à mon père, à son frère,
À l'avocat de la famille. À moi, on n'a rien demandé. Elle marqua une pause. Je ne me suis pas enfui. Je suis resté. J'ai appris à trouver des espaces de liberté à l'intérieur d'une structure que je n'avais pas choisie. J'ai appris à être heureuse dans les limites. Mais je sais ce que c'est que de regarder une porte et de savoir que ce n'est pas vous qui l'avez fermée. Adrien regarda sa mère avec une expression qui n'était pas tout à fait du choc, mais ce genre de reconnaissance qui est tout aussi douloureux. « Mère, tu n'as rien à dire. » Elle posa une main sur celle d'Adrien une seconde, puis la retira. Mais j'avais besoin de dire cela, parce que si j'avais gardé le silence cette fois encore, je pense que je ne me le serais pas pardonné. Yasmine regarda Éléonore avec quelque chose dans les yeux qui était bien plus que de la gratitude. C'était la reconnaissance de celle qui voit en une autre personne l'écho d'une expérience qu'elle pensait être la sienne seule. La décision fut prise cette nuit-là. Pas de façon dramatique. Il n'y eut ni embrassade, ni larmes, ni déclaration. Ce fut plus simple que cela. Ce fut Yasmine disant « oui » de cette voix basse et ferme, et tout le reste de la table réorganisant le monde autour de ce « oui ». Walid travailla toute la nuit avec les contacts qu'il avait bâtis pendant 40 ans de diplomatie commerciale. Des journalistes d'agences internationales, des correspondants, des avocats spécialisés dans les droits de l'homme travaillant sur des dossiers au Moyen-Orient. Il y avait d'autres femmes, il le savait. Il le savait depuis des années. Il avait tenté de faire quelque chose auparavant sans y parvenir, faute des bonnes pièces. Maintenant, les pièces étaient là. Maintenant, il y avait une femme vivante et articulée qui avait vécu cela, qui parlait 7 langues, qui avait le courage de parler. Yasmine resta éveillée elle aussi, aux côtés de Walid, livrant le témoignage qui serait transcrit, vérifié et envoyé hors du pays avant l'aube. Adrien resta assis dans la cuisine de service pendant une bonne partie de la nuit, buvant du café qui refroidissait avant qu'il ne le finisse, passant les appels qu'il était capable de passer, des contacts juridiques, des attachés de presse, des personnes pouvant offrir des couches supplémentaires de protection à Solène, et à d'autres qui pourraient être utilisés comme moyen de pression. Geneviève appela sa fille à 3 heures du matin et resta à lui parler pendant 40 minutes à voix basse. Personne n'entendit ce qu'elle dit, mais quand elle revint dans la cuisine, ses yeux étaient rouges et son port de tête était droit comme toujours. Madame Éléonore n'alla pas se coucher. Elle resta dans le fauteuil du salon, la lumière allumée et un livre fermé sur ses genoux qu'elle n'ouvrit pas une seule fois, fixant la fenêtre qui donnait sur le jardin sombre. Elle pensa à des choses auxquelles elle n'avait pas pensé depuis longtemps, à la jeune fille de 19 ans restée immobile devant une porte fermée et ayant appris à trouver des espaces de liberté à l'intérieur des limites, à ce qui aurait été différent si quelqu'un s'était tenu à ses côtés à cette époque, à s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait encore faire de cette mémoire au lieu de simplement la porter. La réponse qui arriva dans ce fauteuil, cette nuit-là, resta un temps en elle avant de trouver des mots. Mais elle arrivait. Le soleil se leva sur Aix avec cette indifférence habituelle, brûlant dès l'aube sans cérémonie. Et quand il se leva, l'histoire de Yasmine Al-Rachid, fille de l'ambassadeur Tariq Al-Rachid, éduquée à Genève et Paris, parlant 7 langues, officiellement disparue depuis 5 ans, la femme qui avait sauté par la fenêtre du premier étage la veille de son mariage et marché avec une cheville foulée à travers 3 pays, cette histoire était lue simultanément par des éditeurs et des correspondants sur 4 continents. Et Karim Joubran dormait encore dans son hôtel de luxe à 40 minutes de là, sans savoir que le monde avait changé d'axe pendant son sommeil. L'histoire explosa avant même que la plupart des gens n'aient pris leur premier café. À 6h40 du matin, les premiers liens commencèrent à circuler. Des journalistes partageant avec d'autres journalistes, des rédacteurs prévenant leurs correspondants, des attachés de presse recevant des notifications sur des sujets à surveiller d'urgence. Vers 7h30, alors que le soleil était encore à l'angle où il ne chauffe que modérément, les agences internationales avaient déjà publié. Vers 8h, les réseaux sociaux s'étaient emparés du fil et tirèrent dessus de toute leur force. Le nom de Yasmine Al-Rachid apparaissait en arabe, en français, en anglais, en espagnol. La photographie utilisée était celle que Walid avait fournie. Non pas la Yasmine de Palais, mais l'Amira de Provence, les cheveux lâchés et les yeux fixant l'objectif, prise dans le jardin du manoir, un après-midi récent par Geneviève, qui avait insisté pour immortaliser ce moment et que Yasmine avait laissé faire sans savoir pourquoi. La photo capturait une chose difficile à nommer, mais que quiconque la voyait retenait. Il y avait sur ce visage une combinaison de fatigue et de détermination qui était à la fois le portrait d'une femme spécifique
et le portrait de quelque chose de bien plus vaste qu'une femme seule. L'histoire était plus longue que celle de Yasmine. Walid avait passé les semaines précédentes à réunir des témoignages. 12 femmes ayant eu des contacts avec Joubran dans des contextes différents, approchées par les journalistes contactés par Walid et ayant décidé de parler. Certaines étaient identifiées, d'autres restaient anonymes. L'une d'elles avait vécu dans la maison de Joubran pendant 3 ans. En était sortie d'une façon que les documents officiels décrivaient d'une manière et elle d'une autre tout à fait différente, et avait passé des années à tenter d'être entendue par des instances qui ne voulaient pas écouter. Le témoignage sur la nièce de Walid avait été préparé par Walid lui-même, avec l'aide d'un avocat spécialisé dans les droits de l'homme. Il n'y avait pas d'accusation que les documents ne soutenaient pas. Il y avait des questions que Walid avait tenté de poser pendant 8 ans via des canaux qui se fermaient toujours avant d'atteindre le bon destinataire. Les questions, cette fois, arrivèrent en même temps à 100 000 personnes. Au manoir des Montfort, la matinée fut faite de silence tendu et de coups de téléphone. Yasmine resta assise dans la cuisine de service, son téléphone à la main, un appareil que Walid lui avait fourni pour remplacer le sien par mesure de précaution, lisant les nouvelles qui apparaissaient avec une vitesse qu'elle n'était pas tout à fait prête à affronter, même en sachant que c'était ce qu'elle avait choisi. Il y avait une différence entre décider d'exposer sa propre vie et voir sa propre vie exposée, une différence qu'elle découvrait en pratique et qui consistait en un type de vertige qui n'était pas du regret, mais n'était pas non plus du confort. Adrien resta à proximité sans être envahissant. C'était une distinction qu'il avait apprise ces jours-là. Il y avait une différence entre être présent et occuper l'espace de la personne. Parfois il restait à table avec elle, parfois il allait à la fenêtre, parfois il restait simplement sur le seuil de la cuisine, comme s'il vérifiait quelque chose dans le couloir. Mais il était là. Madame Éléonore resta dans le salon, le journal télévisé en sourdine, lisant les sous-titres. Son expression changea au fil de la matinée d'une façon qu'Adrien, quand il entra dans la pièce à 9 heures, enregistra sans commentaire. Il y avait quelque chose qui se défaisait sur ce visage composé, pas de façon dramatique, mais comme de la glace qui fond, lentement, en commençant par les bords. Le cabinet d'avocats d'Adrien appela à 10 heures pour informer que Joubran avait contacté un avocat local avec l'intention de poursuivre pour diffamation. C'était le mouvement attendu. Walid l'avait prévu, les journalistes l'avaient prévu, l'avocat des droits de l'homme avait préparé la réponse pendant des semaines. Il y avait de la documentation, il y avait des témoignages vérifiés, il y avait une trace de décennies qui poursuivait quiconque poursuivrait. « Il va quand même essayer », dit l'avocat d'Adrien. « Même en sachant qu'il perd, il va poursuivre, parce que poursuivre sert à intimider. » « Et Yasmine est-elle prête pour cela ?»« Plus que quiconque », répondit l'avocat. L'après-midi, l'aspect devant le manoir commença à changer. Ce furent 3 femmes d'abord. Elles apparurent avec des fleurs achetées au marché du quartier et restèrent immobiles sur le trottoir, regardant le haut mur couvert de bougainvilliers, comme si elles ne savaient pas exactement ce qu'elles voulaient, mais savaient qu'elles voulaient être là. Geneviève les vit via la caméra de l'entrée et alla au portail. « Nous avons lu la nouvelle, » dit l'une d'elles, une femme d'une 40aine d'années avec un jeune enfant dans les bras. « Nous voulions apporter des fleurs. » Geneviève ouvrit le portail et laissa entrer les fleurs. À 16 heures, il y avait 14 femmes. À 18 heures, il y en avait plus de 30. Certaines avec des pancartes, d'autres avec des bougies, d'autres les mains vides, mais les yeux avec cette expression de celle qui est venue parce qu'elle devait venir. Il y avait des enfants, il y avait des femmes avec des valises, le genre de valise que l'on prend quand on ne va pas retourner là où l'on était. Yasmine resta sur la terrasse un moment, regardant cette foule à la fois petite et immense. Adrien était à ses côtés, sans mot dire. « Pour cela, dit-elle enfin tout bas. » Il ne demanda pas ce qu'elle voulait dire, car il comprit. Cet après-midi-là, alors que les femmes arrivaient avec des fleurs, des bougies, des pancartes et des valises, Geneviève reçut un appel. C'était Solène. Sa fille avait vu la nouvelle dans le foyer où elle vivait, sur une télévision du salon collectif, entourée d'autres femmes qui s'étaient tues en même temps quand le nom de Joubran était apparu, car certaines d'entre elles connaissaient d'autres noms comme celui-là, et l'histoire était à la fois spécifique et universelle, d'une façon qui n'avait pas besoin d'explication. Solène dit, d'une voix que Geneviève n'avait pas entendue depuis que sa fille avait 17 ans, avant tout, avant les années passées et les choses arrivées, elle dit qu'elle avait pris une décision. « Je veux revenir », dit Solène. « Je suis prête. » Geneviève resta immobile dans le couloir de l'aile de service, le téléphone à la main, les yeux faisant quelque chose qu'elle n'avait pas laissé arriver en public depuis longtemps.
Elle répondit que oui, qu'elle l'attendait, qu'elle l'avait toujours attendu. Quand elle raccrocha, elle alla directement voir Madame Éléonore. La matriarche écouta. Elle resta silencieuse un instant, puis elle dit une chose que Geneviève n'oublia jamais. « Amenez-la ici. » Geneviève regarda sa patronne de 30 ans. « Ici, dans cette maison. » Éléonore se leva du fauteuil où elle avait passé une bonne partie de la journée et alla à la fenêtre qui donnait sur le jardin où se trouvaient les femmes avec des fleurs et des bougies. Elle regarda pendant un long moment. Puis elle dit de cette voix basse et ferme qui était sa voix véritable sous toutes les années de tenue apprise, « J'ai passé ma vie entière enfermée ici par orgueil et par peur de ce qu'on dirait. Mais j'ai appris aujourd'hui qu'une maison n'est pas une prison, c'est un foyer. Et un foyer, cela se partage. » La phrase resta suspendue dans le salon, comme le genre de chose qui n'a pas besoin de réponse, car elle est déjà en soi une réponse à beaucoup de choses qui n'avaient pas été demandées tout haut. Geneviève resta silencieuse un instant. « Madame Éléonore, faites ouvrir le portail. » Geneviève s'exécuta. Le portail s'ouvrit, et les femmes entrèrent lentement au début, comme celles qui ne sont pas sûres que l'invitation est réelle, puis avec plus de naturel, car parfois la seule chose qui sépare quelqu'un de l'endroit où il doit être est une porte ouverte. Éléonore alla au jardin. Elle se tint au milieu de ces femmes avec des fleurs et des bougies, dans ce jardin qu'une employée de maison avait soigné pendant 5 ans et qui était maintenant rempli de personnes qui n'auraient jamais imaginé se trouver à l'intérieur de ce mur. Elle regarda autour d'elle avec une expression que la plupart de ceux qui la connaissaient n'avaient jamais vue. L'expression de quelqu'un qui est, pour la première fois depuis des décennies, exactement là où il doit être. Yasmine descendit les marches de la terrasse et alla au jardin. Les femmes la virent arriver et lui ouvrirent le passage, non pas comme si elle la révérait, mais comme si elle la reconnaissait. La reconnaissance de celle qui voit en une autre personne un miroir de sa propre expérience, de sa propre peur, de son propre courage, qui cherchait encore sa voie. Une femme lui remit un bouquet de fleurs blanches, les mêmes qui poussaient sur le jasmin du coin droit, celui qui poussait le plus vite et devait être taillé plus souvent. Yasmine prit les fleurs, et elle resta immobile dans le jardin qu'elle avait soigné pendant 5 ans, entourée de femmes qu'elle ne connaissait pas et qui la connaissèrent d'une façon qui n'avait rien à voir avec son nom ou son histoire, qui la connaissèrent d'une façon antérieure à toute histoire, ce genre de reconnaissance qui survient avant les mots. Adrien resta sur la terrasse à observer cette scène, ce jardin qu'il n'avait jamais vraiment remarqué, maintenant rempli de personnes qui n'auraient jamais dû se trouver à l'intérieur de ce mur. Et il ressentit une chose qu'il mit du temps à nommer. C'était de la fierté. Non pas la fierté de l'héritier, ni celle du patron. C'était la fierté de quelqu'un qui voyait une personne qu'il admire faire exactement ce qui doit être fait, et qui n'a rien à redire, ni rien à ajouter, et qui sait que c'est à la fois tout et le bon endroit où se trouver. Plus tard, quand les femmes furent parties, que le jardin fut rendu au silence et que la chaleur de la nuit provençale s'installa avec cette persistance naturelle, Walid appela depuis un aéroport. Il avait embarqué. Son travail était terminé, du moins cette partie, mais il y avait une mise à jour qu'il devait partager. Karim Joubran avait été contacté par ses propres associés cet après-midi-là. Des associés qui ne voulaient pas que leur nom soit associé au scandale. Des associés qui avaient des accords avec des gouvernements ne souhaitant pas l'attention que le scandale attirait. Les appels avaient été rapides et directs, comme le sont souvent les appels qui marquent la fin d'une situation. La plainte pour diffamation avait été retirée avant même d'être formellement déposée. Joubran était à l'aéroport. Il avait quitté le pays. Yasmine reçut l'information assise sur le banc du jardin, après que tout le monde fut rentré, dans le silence de la nuit avec l'odeur du jasmin et la chaleur qui ne diminuait pas. Adrien était assis à ses côtés. Elle resta silencieuse un long moment après la fin de l'appel. « C'est fini ?» demanda-t-il. « Cette partie est finie. » Elle regarda les jasmins. « Mais la partie qui vient après est différente. Ce n'est pas facile, c'est différent. »« Différent, c'est bien. » Elle tourna son visage vers lui. « Parfois. » Et il y avait dans son ton quelque chose qui était à la fois un avertissement et une ouverture. La combinaison spécifique de celle qui a appris à ne pas prendre les choses pour acquises, mais qui est encore disposée à voir ce qui vient. Adrien la regarda un instant. Les jasmins. Le jardin qui avait été le centre de quelque chose qu'il était encore en train de traiter complètement. « Merci, dit-il. » Elle leva un sourcil. « Pourquoi ? Pour ne pas être partie ce matin-là avec votre sac. » Elle resta silencieuse un moment.
Puis elle dit, avec ce sourire qui portait plus que ce que le sourire montrait, « Ne remerciez pas le destin. Remerciez Geneviève. C'est elle qui m'a convaincu. » Mais il y avait dans la façon dont elle dit cela, avec assez de légèreté pour être une plaisanterie et assez de poids pour ne pas l'être, quelque chose qu'il comprit comme étant plus que les mots. Il y avait l'aveu qu'elle était restée non seulement parce que Geneviève l'avait convaincue, elle était restée parce qu'il y avait quelque chose qui valait la peine de rester. Cette nuit-là, les journaux internationaux rapportèrent les réactions. Des organisations de défense des droits de l'homme, des déclarations de gouvernement, une ministre d'un pays du Moyen-Orient qui avait donné une interview citant l'histoire de Yasmine al-Rachid comme catalyseur pour une révision législative stagnante depuis des années. Des dizaines de femmes qui avaient appelé les lignes de soutien depuis la publication du Matin. Plus d'1 millier en moins de 24 heures, disait l'une des agences. Yasmine lut ce chiffre sur son téléphone et resta immobile avec l'appareil à la main pendant un temps. Puis elle entra, alla à la cuisine et commença à préparer du café. C'était ce qu'elle savait faire quand elle avait besoin de mettre ses pensées en ordre, les mains occupées, l'arôme, le rituel simple d'une chose qui avait toujours été la même. Et pendant que le café passait, elle pensa à la jeune fille de 18 ans qui avait sauté par la fenêtre dans un saut dans l'inconnu, et à cet après-midi d'aujourd'hui qui avait été le saut le plus lumineux qu'elle ait jamais fait. Elle pensa qu'il y avait quelque chose dans cette trajectoire qui n'était ni linéaire, ni organisée, ni toujours compréhensible, mais qui, en regardant en arrière depuis ce banc de jardin, avait une cohérence qu'elle n'avait pas réussi à voir pendant qu'elle y était. Elle avait survécu pour être ici, et ici enfin c'était un endroit qu'elle avait choisi. Dans les jours qui suivirent le scandale, le manoir des Montfort se transforma d'une façon que personne n'avait planifiée, et qui, pour cette raison même, semblait plus réelle que n'importe quel plan n'aurait pu le produire. Solène arriva un jeudi après-midi, amenée en voiture par une assistante sociale du foyer où elle avait vécu ces dernières années. C'était une femme de 32 ans qui avait les yeux de sa mère et une façon de marcher à la fois prudente et déterminée, comme quelqu'un qui fait quelque chose depuis longtemps avec précaution et apprend maintenant qu'une prudence excessive est parfois une façon de ne pas avancer. Geneviève resta immobile au portail quand la voiture s'arrêta, et il y avait sur son visage une expression que cette maison n'avait jamais vue. Non pas l'intendante de 30 ans de service, non pas la femme gardant son visage composé en toutes circonstances, mais une mère. Simplement une mère voyant sa fille. Elles s'enlacèrent sans rien dire, et l'étreinte dura le temps qu'il fallait, bien plus longtemps que les étreintes habituelles quand elles ont été différées pendant des années. Yasmine vit la scène de la fenêtre de la cuisine et n'y alla pas pour ne pas interrompre. Mais elle sourit, le dos tourné à tous, seule dans la cuisine, de ce sourire que Geneviève avait appris à reconnaître, le sourire de celle qui est sincèrement heureuse pour une autre personne. Sans réserve, sans poids. Adrien vit la scène lui aussi, de la fenêtre de son bureau au premier étage. Il resta immobile un instant à regarder ses retrouvailles dans le jardin et il pensa à une chose qu'il avait mis plus de temps qu'il n'aurait dû à comprendre. Que le plus grand héritage de ce qui s'était passé dans cette maison ces dernières semaines n'était pas le scandale, ni le nom dans les journaux, ni la défaite publique de Joubran. C'était cette étreinte dans le jardin. C'était Solène qui revenait. C'était Geneviève, obtenant ce qu'elle avait attendu en silence pendant des années. L'aile et du manoir étaient fermées depuis presque 2 ans, depuis que le dernier invité l'avait utilisé et que personne n'en avait eu besoin depuis. C'était une suite de 6 chambres spacieuses, 2 salles de bain collectives, un salon avec de larges fenêtres donnant sur le jardin latéral. Adrien y était allé une fois, des années auparavant, pour vérifier quelque chose nécessitant un entretien, et n'y était pas retourné. Ce fut Madame Éléonore qui ouvrit la porte de cette aile le samedi suivant. Elle y alla seule le matin, avant qu'Adrien ne se réveille, et resta immobile dans le couloir de l'aile est pendant un temps considérable avant de faire quoi que ce soit d'autre. Puis elle alla dans chaque chambre, ouvrant les fenêtres une à une, laissant la chaleur provençale entrer et chasser l'air vicié accumulé en 2 ans de fermeture. Il y avait de la poussière sur les surfaces, et la lumière était différente de ses souvenirs, plus forte, plus directe. Mais les chambres étaient solides. Les fenêtres s'ouvraient. L'espace était là. Adrien la trouva dans le couloir de l'aile est à 8 heures du matin, avec un carnet de notes à la main et l'expression de celle qui fait un inventaire. « Qu'est-ce que vous faites, mère ?»« Je mesure. » Elle continua d'écrire sans lever les yeux. Cette aile peut accueillir 6 femmes avec de jeunes enfants, ou 8 adultes sans enfants, ou une combinaison. Les salles de bain ont besoin d'une rénovation minimale.
La cuisine attenante fonctionne mais nécessite un équipement neuf. Adrien resta immobile dans le couloir. Mère. J'ai déjà appelé un entrepreneur. Elle leva enfin les yeux. Cela peut être rénové en 3 semaines s'il commence en ce lundi. Rénové pourquoi? Elle le regarda avec cette expression qu'il avait appris en 37 ans à reconnaître comme celle précédant une décision déjà prise et communiquée a posteriori. Pour un refuge, dit-elle. Une maison d'accueil. Pour des femmes qui ont besoin d'un endroit sûr pendant qu'elles reconstruisent leur vie. Adrien resta silencieux un moment. Cela va changer complètement la routine de cette maison. Oui. Elle retourna à son carnet de notes. Il était temps. Il y avait dans cette réponse, 3 mots dits avec ce calme qui avait dérouté les gens pendant des décennies, toute une vie de choses gardées, qui trouvaient enfin un endroit où aller. Le mariage non choisi. La porte fermée qu'elle avait appris à ne pas mentionner. Les années de tenue qui n'étaient pas de la froideur, mais l'armure que l'on construit quand on n'a pas d'autre option. Et maintenant, c'est elle avec les fenêtres ouvertes, la chaleur entrant et le carnet de notes rempli de mesures. Il était temps. Adrien resta silencieux encore un instant. Puis, l'entrepreneur aura besoin des plans électriques et hydrauliques des archives. Je vais envoyer l'assistant les chercher. Éléonore acquiesça comme si c'était la seule réponse possible. Ce week-end-là, assis à la table de la cuisine de service alors que la maison se réorganisait autour d'eux, Yasmine et Adrien eurent la conversation qui attendait d'avoir lieu depuis le jardin, depuis le banc de bois, depuis le matin où il était apparu en t-shirt délavé à 5h15 et où elle lui avait tendu le café sans dire qu'elle l'attendait. Il lui demanda ce qu'elle voulait maintenant. La question était simple et immense à la fois. Yasmine regarda sa tasse de thé un instant avant de répondre. « Restez, dit-elle, mais différemment. » « Différemment comment ? Pas comme employé. » Elle leva les yeux vers lui. « Comme faisant partie de cela, de ce qui se construit ici. La maison d'accueil a besoin de quelqu'un qui comprenne de l'intérieur ce que c'est que d'être passé par là, qui connaisse les langues, qui puisse aider des femmes d'autres pays, qui sache cultiver le jardin, faire le café et écouter sans transformer la douleur de quelqu'un en sujet de conversation. » Elle marqua une pause. « Je sais faire ces choses, toutes ces choses, et je veux les faire par choix, pas par nécessité. » Adrien resta silencieux un moment. « Et nous ?» demanda-t-il. C'était la première fois qu'il utilisait ce mot. « Nous », avec ce poids spécifique, qui n'était pas le poids du patron interrogeant l'employé, mais celui de quelqu'un s'interrogeant sur quelque chose n'ayant pas encore de nom, mais ayant déjà une forme. Yasmine le regarda un instant de ce regard qui mesurait les choses. « Vous n'avez toujours pas répondu à ma question du jardin, » dit-elle. « Laquelle ? Aussi vous seriez là si je n'étais qu'une employée ordinaire, sans l'histoire de la princesse fugitive. » Adrien resta silencieux, et cette fois, le silence n'était pas une évasion, c'était quelqu'un arrivant à une réponse avec honnêteté. « Je ne sais pas comment ce serait si les choses avaient été différentes, » dit-il enfin. « Je n'ai aucun moyen de le savoir. Ce que je sais, c'est que la raison pour laquelle je suis ici maintenant n'a rien à voir avec le palais, ni avec l'ambassadeur, ni avec les 7 langues. » Il la regarda. « Cela a à voir avec une femme qui est restée à genoux sur le marbre et n'a pas bougé pour ramasser une enveloppe. Cela a à voir avec quelqu'un qui a passé une journée entière à m'apprendre à nettoyer ce que j'avais toujours tenu pour acquis, et qui à la fin de la journée m'a posé la question la plus difficile qu'on m'ait jamais posée. » Il marqua une pause. « Cela a à voir avec vous. » Il y avait dans cette phrase une simplicité plus lourde que n'importe quelle élaboration. Yasmine le regarda un instant, et il y avait dans ses yeux bruns foncés qui ne demandaient rien et n'expliquaient rien, quelque chose qui bougeait, lentement, comme quelqu'un testant le poids d'un pont avant de le traverser. « Vous allez faire des erreurs, » dit-elle. « Souvent. Vous êtes habitué à un monde qui fonctionne d'une façon qu'il va falloir apprendre à démonter. Et cela prend du temps. Ce sera inconfortable. Et il y aura des jours où vous penserez que cela n'en vaut pas la peine. Je le sais. Et malgré tout, elle resta silencieuse un instant. Puis elle dit « D'accord. » C'était le genre de réponse qui semblait simple, mais ne l'était pas. C'était la réponse de quelqu'un ayant appris que les grandes choses n'ont pas besoin de grands mots, que parfois le plus vrai est exactement le plus direct, que le cœur sait quand il est arrivé dans un endroit réel. Geneviève entra dans la cuisine à cet instant, inspecta les 2 personnes à table du regard qui voit tout et ne commente jamais avant que ce ne soit nécessaire, prit la grande marmite pour le déjeuner et dit « Quelqu'un va m'aider avec ces légumes
où je suis seul aujourd'hui. Et les deux se levèrent. La rénovation de l'aile commença le lundi suivant, comme Madame Éléonore l'avait ordonné. L'entrepreneur et son équipe arrivèrent à 7 heures du matin, et le bruit des outils, absent de ce manoir depuis des années, remplit l'air en même temps que l'odeur des matériaux de construction et le mouvement de personnes nouvelles circulant dans les couloirs si longtemps silencieux. Yasmine participa aux réunions de projet. Elle connaissait cette aile comme elle connaissait le reste de la maison, chaque défaut du sol, chaque fenêtre qui coince et chaque porte qui grince. Et il y avait des choses que seul celui ayant pris soin de ces pièces pendant des années savait: quelle chambre reçoit le plus de vent l'après-midi, quelle fenêtre donne sur la partie la plus sombre du jardin et est donc plus fraîche, quel couloir a une acoustique étrange amplifiant les sons et nécessitant une correction s'il y a des enfants ayant besoin d'intimité. Elle transmit ces informations à l'entrepreneur avec le même naturel qu'elle transmettait n'importe quelle information sur la maison, et l'entrepreneur l'écouta avec l'attention de celui qui sait que celui vivant dans un lieu sait des choses que le plan ne capture pas. Madame Éléonore suivait les réunions elle aussi, assise à la même table que Yasmine, avec son carnet de notes, notant des choses de sa petite écriture organisée de celle ayant passé sa vie à administrer une grande demeure. Il y avait entre elles, tout au long de ces semaines de rénovation, une relation qui grandissait d'une façon que ni l'une ni l'autre n'avait anticipée. Ce n'était pas une amitié immédiate, c'était quelque chose de plus lent, de plus précautionneux, construit par des matins partagés autour de projets concrets, de questions posées avec attention et de réponses données avec honnêteté. Éléonore avait révélé une chose cette nuit-là à table qui n'était pas le genre de chose que l'on dit pour ensuite agir comme si on ne l'avait pas dite. L'aveu du mariage, la porte fermée, les espaces de liberté dans les limites. Et il y avait là quelque chose ayant créé entre elle et Yasmine un type de territoire commun n'ayant pas besoin de nom pour être réel. Un après-midi, alors qu'elle vérifiait les couleurs pour les chambres de l'aile Est, Yasmine préférait des tons ni trop clairs ni trop sombres, créant une sensation d'accueil sans être oppressant. Éléonore demanda, avec le soin de celle posant une question depuis un certain temps, et ayant enfin trouvé le bon moment: « Ta mère, tu lui ressembles beaucoup ?» Yasmine regarda les échantillons de peinture un instant. Tous les jours, elle choisit un échantillon et le plaça sur le mur pour vérifier avec la lumière de l'après-midi. « Parfois, je pense que je ne la connais pas vraiment. J'ai des souvenirs d'elle quand j'étais enfant, qui sont des souvenirs d'enfant, ne capturant pas qui elle était comme personne, seulement qui elle était pour moi. C'est la façon dont on connaît ses parents quand on est enfant, » dit Éléonore. Elle regarda l'échantillon de peinture, elle aussi. « Parce qu'ils sont pour vous, pas parce qu'ils sont pour eux-mêmes. » Exactement. Yasmine choisit un autre échantillon. « Parfois j'imagine comment ce serait si je pouvais la connaître maintenant, avec les yeux que j'ai aujourd'hui. Quelles questions je poserais, ce que je découvrirais qu'elle cachait elle aussi. » Éléonore resta silencieuse un moment. « Je pense que toutes les mères cachent quelque chose à leurs enfants, » dit-elle. Il y avait dans la phrase une double couche que les deux reconnurent sans besoin de commentaires. Parfois par protection, parfois parce qu'elles n'ont pas encore trouvé les mots. Ce « parfois parce qu'elles n'ont pas encore trouvé les mots » resta entre elles une seconde. « Mais elles les trouvent, » dit Yasmine. « J'allais les trouve. » Éléonore acquiesça avec cette sérénité qui semblait ces derniers temps un peu différente, moins une armure, plus un choix. Parfois cela prend du temps, mais elle les trouve. Les semaines passèrent. La rénovation avança. Le jardin continua d'être soigné. Maintenant par Yasmine et par Solène, qui avait découvert une aptitude inattendue pour les plantes et passait ses après-midi à aider, apprenant le nom de chaque chose avec l'intention de celle apprenant une langue nouvelle qu'elle veut vraiment maîtriser. Qu'entre Adrien et Yasmine, les choses avancèrent comme elles avancent quand elles sont réelles, pas en ligne droite, pas sans trébuchement, pas sans les moments où il se trompait d'une façon venant de sa formation et où elle devait dire, avec sa clarté directe, qu'il avait tort. Et il écoutait, et il essayait encore. Il y eut un après-midi où il prit une décision sur le projet de la maison d'accueil sans consulter Yasmine. Une petite décision sur le mobilier, pas erronée, mais prise comme quelqu'un pensant en savoir plus. Et elle était restée silencieuse un moment, puis avait dit « Vous avez fait cela comme vous le feriez pour l'entreprise. Mais ce n'est pas votre entreprise, c'est un espace pour d'autres personnes. » Il était resté silencieux. Il était retourné voir l'entrepreneur. Il avait annulé la décision et demandé aux femmes contactées pour utiliser l'espace ce qu'elles préféraient. C'était un petit geste.
mais c'était le genre de geste signifiant quelque chose quand il est fait par quelqu'un n'ayant pas l'habitude de le faire. Yasmine ne dit rien quand il le raconta, mais il y avait une façon spécifique de ne rien dire qu'il apprenait à lire. Il y avait le silence avertissement, le silence attente et le silence reconnaissance. C'était le troisième type. À la fin d'une journée de canicule, assis sur le banc du jardin après que tout le monde fut rentré, Adrien dit une chose à laquelle il pensait depuis un certain temps mais qui ne trouva les mots justes qu'à ce moment-là. « Je vais démissionner de la présidence des entreprises. » Yasmine tourna son visage vers lui. « Quand ? » ?»« Je n'ai pas encore décidé de la date, mais la décision est prise. » Il regarda les jasmins. « Il y a des gens bien plus capables de faire cela que moi. Il y a un conseil. Il y a des directeurs connaissant ces entreprises de l'intérieur depuis des décennies et je peux faire des choses que je ne fais pas. » Il marqua une pause. « Ici. C'est une très grande décision. » Oui, il n'édulcora rien. Mais les grandes décisions sont généralement les bonnes. Elle le regarda un temps. « Vous ne faites pas cela pour moi, dit-elle. Et ce n'était pas une question, c'était une vérification. » Non, il la regarda. « Je le fais pour moi. Mais vous m'avez appris que j'avais cette option. » Il y avait dans la phrase une honnêteté, étant à la fois la chose la plus simple et la plus difficile, l'aveu que la transformation d'une personne peut être déclenchée par une autre sans que cela signifie appartenance ou dette. Que parfois le plus grand cadeau que quelqu'un vous fait est de montrer qu'un autre chemin existe. Yasmine resta silencieuse un moment, puis elle dit « Geneviève va devoir embaucher une autre personne pour remplacer ce que vous faisiez dans la maison. » Il rit, et c'était la première fois, réalisa-t-elle, qu'elle entendait cet homme rire vraiment. Pas le rire social du dîner, pas le rire de politesse, mais le rire de quelqu'un se trouvant dans un endroit où il n'a pas besoin de performer. C'était un bon rire. Elle sourit elle aussi. La chaleur de la nuit provençale s'installa sur le jardin comme toujours, sans cérémonie, sans demander la permission. Les jasmins restèrent immobiles dans l'air stagnant, et les deux restèrent assis sur le banc de bois encore un temps, en silence. Le silence de ceux n'ayant pas besoin de remplir l'espace, car l'espace est déjà plein des bonnes choses. La plaque fut installée un mardi matin, avant la grosse chaleur, alors que l'air portait encore cette brève légèreté que la Provence accorde aux premières heures comme un geste de bonne volonté avant de reprendre le contrôle de la température. C'était une plaque de bronze, discrète, fixée sur le mur extérieur de l'aile est. L'aile s'étant transformée ces dernières semaines avec l'énergie d'une chose trouvant la place qu'elle aurait toujours dû avoir. Sur la plaque, maison d'accueil, refuge pour recommencement. En mémoire de toutes les femmes ayant osé dire non. Yasmine resta immobile devant elle un instant avant que quiconque n'arrive. Elle toucha les lettres du bout des doigts. La froideur du bronze contre la chaleur du matin. Il y avait quelque chose dans ce contraste, la permanence du métal, l'éphémère de la chaleur, étant à la fois simple et immense, le genre de choses qu'on ne peut décrire complètement, mais restant dans le corps longtemps après le moment. Solène arriva juste après, en t-shirt blanc et cheveux lâchés pour la première fois depuis que Yasmine la connaissait. Avec cette façon de marcher s'étant transformée au fil des semaines, moins prudente, plus présente. Elle se tint à côté de Yasmine et regarda la plaque. « Elle est belle, dit-elle. »« Oui, » acquiesça Yasmine, et elles restèrent en silence un moment. Le silence de deux femmes arrivées dans ce jardin par des chemins très différents et sachant toutes deux, sans besoin de mots, qu'elles étaient exactement là où elles devaient être. La cérémonie d'inauguration eut lieu l'après-midi, quand le soleil eut passé son zénith et que le jardin prit cette lumière dorée et plus dense, rendant tout un peu plus beau. Des chaises étaient disposées en rangées dans le jardin, 50, comptées par Geneviève avec sa précision habituelle, et toutes étaient occupées. Il y avait des fleurs. Des enfants couraient entre les rangées avant le début. L'odeur du café venait de la cuisine de service où 3 grands thermos fonctionnaient. Walid était revenu spécialement pour la cérémonie. Il arriva avec une discrète cravate bleu foncé et ses mêmes yeux profonds voyant à travers les gens, et serra Yasmine brièvement, mais avec le poids de celui ayant bien plus à dire que ce que l'étreinte comporte. Il y avait une équipe de journalistes, pas la grande presse du scandale, mais des correspondants de médias spécialisés dans les droits de l'homme, ayant suivi l'histoire depuis le début et étant là comme témoins, non comme reportage. Et il y avait les femmes. Certaines apparues cet après-midi-là avec des fleurs et des bougies, d'autres nouvellement arrivées, des femmes ayant lu l'histoire, ayant appelé les canaux de contact fournis par Walid et Adrien, ayant fait le chemin jusqu'ici avec le courage spécifique de celles arrivant dans un lieu nouveau,
après être sorties d'un lieu qu'elles ne pouvaient plus appeler foyer. 3 étaient arrivées avec de jeunes enfants, 2 avec des valises tenant sous le bras. Une était arrivée sans rien, et Geneviève avait fourni des vêtements de l'armoire de l'aile est avant le début. Adrien resta immobile sur le côté du jardin avant le début, observant la scène, cette maison héritée avec tous les autres actifs familiaux, ayant été pendant des décennies le symbole d'un type spécifique de pouvoir absorber sans question, transformé en quelque chose qu'il n'avait pas imaginé, mais qu'il reconnaissait. Maintenant qu'il le voyait, comme plus réel que tout ce que ces murs avaient abrité auparavant. Il avait démissionné de la présidence la semaine précédente. La réunion du conseil avait été brève. Les directeurs assumant la gestion opérationnelle étaient des gens compétents. Le groupe continuerait. Les entreprises continueraient d'employer les mêmes personnes. Mais lui, Adrien de Montfort, héritier de tout cela, était sorti par le couloir de ce bureau pour la dernière fois comme président et avait ressenti, en fermant la porte, quelque chose qu'il ne put nommer que plus tard, la légèreté. La légèreté spécifique de celui cessant de porter quelque chose qu'il n'a jamais choisi de porter. Madame Éléonore monta sur la petite estrade installée dans le jardin et parla en premier. La matriarche, ayant passé des décennies à être le modèle de tenue de cette maison, se tint devant ses 50 personnes avec son port droit habituel et dit des choses que personne n'attendait d'elle. Elle dit avoir passé sa vie à apprendre à trouver la liberté dans des structures non choisies, y être devenue très douée et avoir confondu habileté et sagesse pendant des années. Elle dit que la femme arrivée dans cette maison il y a 5 ans lui avait appris sans le savoir la différence entre supporter avec dignité et exister avec plénitude. Elle dit demander pardon, pas de façon générique, mais avec la spécificité de celle ayant appris que les excuses génériques sont une façon de s'excuser sans se responsabiliser. Elle demandait pardon à toutes les personnes qu'elle avait jugées par leur fonction, leur position, ce qu'elles avaient ou n'avaient pas. Il y avait dans l'assistance des yeux humides, le silence de ceux écoutant une chose inattendue et devant prendre du temps pour la traiter. Geneviève n'était pas sur l'estrade. Elle était au 2e rang, à côté de Solène, et il y avait entre elles cette proximité de celle apprenant de nouveau à être proche, après avoir été séparée. Quand Éléonore parla, Geneviève garda les yeux baissés et les mains croisées, une posture non de soumission, mais la quiétude de celle recevant une chose qu'elle ne savait pas pouvoir compter et ne voulant faire aucun geste pouvant l'interrompre. Walid monta ensuite. Il parla en français avec cet accent familier, et ce qu'il dit était à la fois un compte-rendu et un engagement. Il dit avoir passé 8 ans à tenter de rendre justice à sa nièce perdue, par des canaux ne l'ayant pas écoutée. Il dit que cette histoire, l'histoire de Yasmine, de ses 12 femmes, de toutes celles ayant appelé depuis, avait créé une pression que les canaux l'ayant ignorée ne purent finalement plus ignorer. Il dit avoir reçu la confirmation que 3 pays du Moyen-Orient avaient entamé des révisions législatives sur les mariages forcés, que les lignes de soutien créées avaient reçu plus d'1 millier de demandes d'aide en moins de 2 mois. 1 millier de femmes. Le chiffre resta suspendu dans le jardin, avec le poids spécifique des chiffres représentant des personnes réelles. Et puis, Yasmine monta sur l'estrade. Elle portait une robe simple bleu foncé, les cheveux lâchés pour la première fois qu'Adrien la voyait. Pas le chignon bas de l'uniforme, pas les cheveux attachés du jardin, mais les cheveux lâchés avec ce poids et cet éclat gardé comme une version d'elle-même, apprise à être cachée. Il y avait quelque chose de différent ce jour-là. Quelque chose dans sa façon de se tenir devant cette assistance, non la posture du service, non celle de l'invisibilité, mais la posture de quelqu'un décidant d'être complètement présent. Adrien la vit et ressentit cette chose nommée au fil des semaines précédentes et ayant maintenant un nom clair. Elle parla de ce qu'elle avait appris. Elle ne parla pas de ce qu'elle avait souffert, ou pas seulement. Elle parla de ce qu'elle avait construit. Des 5 ans de travail, n'ayant pas été une attente déguisée ni un exil résigné, mais un processus réel pour comprendre ce qui comptait. Du jasmin poussant n'importe où si l'on soigne avec constance. De Geneviève ayant vu dans des yeux effrayés assez pour décider en moins d'1 minute. De la différence entre se cacher et disparaître, elle avait appris à ne pas faire la seconde chose, même quand cela semblait plus sûr. Et puis elle dit la chose préparée non comme discours, mais comme vérité, arrivée au fil des mois. L'amour véritable ne regarde pas ce que la personne a. Il regarde ce que la personne est. La phrase arriva simple et resta. Après la cérémonie, quand les chaises furent écartées et que le jardin devint cet espace d'après-événement, les conversations privées, les enfants courant de nouveau,
le café servi par les bénévoles recrutés par Geneviève, Adrien traversa le jardin vers Yasmine. Elle le vit venir et attendit. Il ne dit rien immédiatement. Il se tint devant elle un instant avec cette expression n'étant plus celle de l'héritier arrogant ni de l'homme embarrassé, c'était l'expression de quelqu'un étant là où il voulait être. Elle prit sa main. Un geste simple, sans cérémonie. Juste, sa main dans la sienne, dans le jardin du manoir ayant été symbole d'arrogance et étant maintenant symbole d'autre chose. « Il y a une chose que je veux te demander, dit-il. »« Demande. Tu penses que nous arrivons à changer le monde ?» C'était la question qu'elle attendait d'une certaine façon, sans le savoir. La question n'ayant de sens qu'après avoir fait tout ce qui était à sa portée, et regardant le résultat avec la conscience que le résultat est toujours plus petit que nécessaire, et plus grand qu'attendu. Elle regarda ce jardin, les femmes avec le café, l'enfant ayant trouvé le jasmin du coin et le regardant avec cette attention totale des enfants pour les fleurs. Geneviève et Solène assises ensemble. Éléonore discutant avec une nouvelle arrivante, avec une attention n'étant pas de la condescendance mais une présence réelle. « Pas le monde entier, dit-elle, mais nous arrivons à changer le monde de 50 femmes. » Elle le regarda. Et pour elle, c'est tout. Adrien la regarda un instant. Puis le jardin. Puis elle de nouveau. Et il y avait dans son expression à ce moment, dans ce jardin d'Aix avec le soleil doré et l'odeur du jasmin et le café et les enfants et les voix de femmes recommençant, il y avait dans cette expression une chose ayant mis toute une vie à arriver. L'expression d'un homme comprenant, vraiment, ce que c'était d'avoir quelque chose qui comptait. Elle appuya sa tête sur son épaule. Et ils restèrent ainsi sur le banc de bois près du jasmin du coin, celui qu'elle avait soigné pendant 5 ans, sans savoir qu'elle soignait aussi quelque chose de plus grand qu'une plante, et virent le soleil se coucher sur la maison, ayant été symbole de pouvoir et de distance et étant maintenant symbole d'autre chose. L'amour qui n'emprisonne pas, l'amour qui libère pour choisir de rester. Plus tard, quand la nuit fut venue, que le jardin fut calme et que les lumières de l'aile montrèrent par les fenêtres qu'il y avait de la vie là où il y avait le silence, Yasmine resta seule un instant près du jasmin. Elle passa ses doigts sur les branches avec la familiarité de celle connaissant une chose de l'intérieur. Elle pensa à la jeune fille, ayant sauté par la fenêtre dans un saut dans l'obscurité avec la cheville qui allait se tordre. Elle pensa à la France, où elle était arrivée sans parler la langue, avec des marques aux poignets et l'adresse d'un quartier noté sur un papier. Elle pensa à Geneviève ouvrant le portail de service cette nuit-là. Elle pensa aux 5 ans de marbre, d'argenterie, de jasmin et de café tôt le matin. Elle pensa à l'enveloppe tombant et au fait de rester à genoux sans bouger. Aucun de ces moments n'avait semblé, sur le coup, faire partie de quelque chose de plus grand. Aucun n'était arrivé annoncé. Aucun n'avait demandé qu'elle comprenne sa signification sur le moment. Mais en regardant en arrière, depuis ce jasmin, ce jardin, cette maison aux lumières allumées et à la chaleur provençale pesant doucement, il y avait une cohérence qu'elle n'avait pas vue au milieu de tout cela. Comme une ligne que l'on ne trace qu'après que les points sont tous sur le papier. Elle avait survécu. Elle était arrivée. Elle était restée. Elle avait dit non quand c'était crucial. Et elle avait dit oui quand c'était crucial aussi. C'était suffisant. C'était plus que suffisant. Et ce fut l'histoire de Yasmine Al-Rachid, la femme ayant appris à survivre en étant invisible, et ayant un jour choisi d'être vue, d'Adrien de Montfort, l'héritier ayant tout, sauf le courage de voir ce qui était devant ses yeux, et de tous ceux autour d'eux ayant compris que protéger quelqu'un est parfois l'acte le plus révolutionnaire qui soit. Si cette histoire vous a touché, laissez un like maintenant. C'est le petit geste nous aidant à continuer d'apporter des récits valant la peine d'être entendus. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de celles qui arrivent, car il y en a beaucoup d'autres. Et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez, car cette histoire est déjà allée très loin, et je veux savoir jusqu'où. On se voit à la prochaine.